Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Bonne fin de soirée à vous toutes et à vous tous. De Toute Info, Tout Sport et les meilleurs moments de vos émissions préférées. Il faut qu'on en parle mardi entre 14h et 15h, consacrée à une émission aux nouvelles tendances des prénoms. Faustine Bollard est en compagnie du généalogiste, historien et journaliste Léo Junio. Écoutons-le nous expliquer l'évolution du choix des prénoms au fil des siècles, ainsi que les nouveaux critères des futurs parents. Alors on a le sentiment, Léo, que plus que jamais aujourd'hui, le choix du prénom de l'enfant, c'est quelque chose de fondamental. Pour quelle raison ? Eh bien déjà parce que le choix s'est avéré plus large. À partir du moment où on a eu des lois qui se sont libérées, faut dire qu'à partir de la Révolution française, on a des lois qui autorisent certaines listes de prénoms, des prénoms révolutionnaires, des prénoms grecs, romains, des prénoms du calendrier chrétien. Au 19e siècle, fin du 19e siècle, avec toute la conquête des pays d'Afrique, on a des listes de francisation de prénoms arabes, donc des listes officielles qui sortent au journal officiel. On a dans le Pays basque, vers 1930, des listes de prénoms basques qui sont obligatoirement francisés, c'est-à-dire que l'État français refuse les prénoms maghrébins, refuse les prénoms basques authentiques, et on a toujours cette loi qui, jusqu'en 1993, ne va pas autoriser certaines familles à donner des prénoms. Souvenez-vous, la famille bretonne, le Goarnic, Mégane Renaud, si vous vous souvenez. Bon, là, la loi faisait interdiction aux parents de donner des prénoms. Où en est-on de cette loi aujourd'hui ? Elle a été abolie, donc maintenant, le choix s'est ouvert, la liberté du choix des prénoms a été levée, et donc, si vous voulez, ça donne le libre cours à l'invention, à l'adoption de prénoms exotiques, étrangers, lointains, à une recherche littéraire, à une recherche dans les passions, l'opéra ou autre, Cassiopée, l'étoile. Mais on choisit aussi des animaux, des prénoms d'animaux, des prénoms floraux, minéraux. Les gens vont maintenant vers une grande exploration, une grande aventure. Avec évidemment l'arrivée d'Internet, on voyage aussi extrêmement plus, on s'inspire même des films et des séries télé aujourd'hui. Vous le dites très très bien, à partir du moment où on a l'Internet, le cinéma, la chanson, la connaissance. N'oublions pas aussi que nous récoltons à peu près 60 ans de paix relative en Europe. Donc les gens ont accès aux connaissances, aux archives, aux livres, aux universités. Et là, ils découvrent des mondes extraordinaires. Vous notez par exemple pour les séries télé, ça m'a amusé, que au moment du feuilleton télévisé américain Dallas, le prénom Sue a été attribué, ça a explosé complètement. Sue et Sue Ellen, il y a eu une explosion dans les années 80 de l'utilisation de ce prénom pour des futurs enfants. Oui, je dirais que ça c'est un fait avéré qui a été constaté dans l'état civil. Mais à l'inverse, on peut admettre aussi que Félicie dans les chansons de Fernandel, oui, avec ses jambes poilues, c'était pas très flatteur de s'appeler Félicie aujourd'hui. Ignace Le Benet, ces deux prénoms sont tombés en désuétude. Donc l'actualité cinématographique, les chansons, toute l'actualité sportive peut amener à un prénom à prendre. Zidane par exemple, j'imagine. Zidane qui n'avait été employé qu'une seule fois, si je ne m'abuse, avant 1950. Après la Coupe du Monde de 1998, Zidane est devenu un prénom courant, alors que c'est un patronyme. Alors que c'est un patronyme. Un patronyme. On retrouve ça aussi, beaucoup de patronymes qui deviennent des prénoms. On a l'impression également aujourd'hui qu'il y a une nouvelle mode, c'est-à-dire que on rajoute parfois des lettres, par exemple Chris avec 2 i, ou oui. Également peut-être, est-ce que c'est inspiré de la phonétique, par exemple de l'écriture SMS? Est-ce que tout d'un coup on pourrait appeler une capucine KPU, pourquoi pas? Je crois que c'est l'esthétique des parents. Je crois que c'est le choix des parents dans l'esthétique du son et de l'écriture. C'est-à-dire, on veut un prénom, les parents recherchent un prénom qui soit harmonieux avec le nom de famille, mais en même temps, qui, lorsque l'on doit l'écrire ou simplement le signer, en bas d'une lettre ou en bas d'un parchemin, on aime bien voir ce nom avec une graphie assez douce, romantique ou sévère, suivant le goût. Souvent le goût. Quels sont les critères justement? Alors vous venez de le dire, l'harmonie entre le nom et le prénom, la sonorité du prénom, la rareté évidemment aujourd'hui. On a l'impression que c'est la course au prénom inventé le plus original possible, c'est ce désir d'exclusivité aussi. Ça, je crois que c'est un événement de fin du XXe siècle, début du XXIe. Les mères de famille et les parents, les pères aussi, veulent pour leurs enfants des prénoms exclusifs.
Ils veulent une exclusivité, ils veulent l'émotion, rappeler un souvenir, un lieu où a été échangé le premier baiser. C'est un lieu, ce lieu, c'est un lieu dit en Europe ou ailleurs, et on va garder ce lieu comme témoin et on va le donner à l'enfant. C'est le reflet d'une certaine mentalité aussi. Oui, je crois que c'est ça l'intérêt dans l'étude de l'histoire des prénoms, c'est que contrairement au nom de famille, les prénoms évoluent avec l'histoire des mentalités. L'histoire des mentalités, nous sommes toujours en recherche de savoir pourquoi les hommes ont choisi tel chemin, telle route de pensée, tel chemin philosophique, tel chemin scientifique. Ce qui nous intéresse quand on fait de la généalogie, l'histoire des familles, c'est de voir quelle est leur évolution au cours des siècles. Et dans cette évolution, il y a le choix des prénoms. Il y a les votes politiques, les adhésions aux révolutions ou non. Mais c'est aussi une forme du miroir. Mais c'est une forme du miroir. Voilà, c'était mardi entre 14h et 15h. Faut qu'on en parle, consacré donc une émission aux nouvelles tendances des prénoms. Faustine était en compagnie du généalogiste, historien et journaliste Léo Junio. Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. Le mystère pour Pierre Bénichou, le mystère Mylène Farmer. Non mais c'est vrai que c'est très mystérieux. Parce que il y a pas que Pierre moi. nous disait, c'est pas possible qu'elle soit aussi connue, on la croise jamais nulle part. Mais c'est justement parce qu'on la croise jamais nulle part. Et on a le droit d'en parler ou pas? Vous me direz que je suis un peu en retard, mais bon. Mais... Non, mais Patrice et Mario font Bercy. C'est pas vrai. Vous essayez de me cantonner à Patrice et Mario. Je connais très bien Marcel Amont, moi. Laurent Ruquier et toute sa bande sur Europe 1, c'est On va se gêner, du lundi au vendredi 16h-18h. Et ce que vous avez manqué sur Europe 1, retrouvez-le sur europe1.fr. Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Valérie Mérès, Isabelle Alonso, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Stevie Boulet, and une vedette internationale des planches, Titoff. Merci. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, hein, parce qu'il paraît que, bon, vous c'est au Bouffe Parisien en ce moment, mais il paraît que vous aussi vous allez faire du théâtre bientôt. Oui, on démarre la semaine prochaine, donc dans ce nouveau lieu qui s'appelle le Comedy Club, à côté du théâtre du Gymnase, donc métro Bonne Nouvelle. Vous allez au gymnase vous maintenant, alors Eboué? Oui, exactement. On fait un peu de sport. Pas encore. Il est à côté du gymnase. Voilà. Et vous allez faire votre stand-up, quoi, ce qu'on appelle un stand-up. Ce qu'on appelle un spectacle d'humour aussi. Voilà. Ah, vous n'aimez pas un stand-up? Non, parce que c'est un peu galvaudé maintenant, donc je préfère humour, quoi. Et vous alors, Stevie, quand est-ce que vous remontez sur les planches? Ah bah en septembre prochain, j'espère bien. C'est pas vrai. Ah mais j'ai un gros dilemme. Ah bon? J'ai pas envie de rejoindre un rôle de gay. Pourquoi? On vous propose que des rôles de gay au théâtre alors? Non mais c'est terrible, mais c'est un choix. Tu es gay? Je savais pas que t'étais gay. Oui, d'accord, on est gay, mais bon, je suis capable. D'accord, on est gay, mais pas Mais il y a des gars qui sont normaux, tu sais. On n'est pas tous des folles avec des talents aiguilles tous les week-ends. Oui, mais il y en a où ça se voit moins, quoi. Ouais, non mais je pense pas être non plus une grande folle, quoi. Non, oh non, franchement, hein. Non, c'est pas le mot. Enfin, je pense pas. Combien vous je mesurez? ne pense pas. Faites très attention. Non mais alors, attention, attendez, alors ça veut dire que vous voulez des rôles plus virils, quoi, voilà. Enfin, viril, enfin un rôle bien, quoi. Pas spécialement viril ou pédé. Par exemple, un remake de La Bête Humaine. Il l'a pas vu? Vous connaissez pas ce film avec Jean Gabin, il conduit une locomotive? Ah oui, ouais, non, peut-être pas. Non. Ou je sais pas, je suis ouvert à Charles Bronson, il a fait des bons films. Voilà, Peur sur la ville. Un truc comme ça, quoi. Moi, je suis open. Bah déjà ça commence mal, dites pas ça, je suis open, ça fait pas de titre hétéro, ça je suis open, vous voyez. Titoff il joue bien dans Open Bed, ça fait très hétéro, hein. C'est vrai, mais c'est pas Open Bed. C'est très hétéro, j'aime bien le très hétéro. Moi je comprends plus rien, écoutez. Je ne vous comprends pas, aujourd'hui il me faut un décodeur parce qu'alors là je suis sur Uranus. Ça ne va pas. Ah bah ouais, ça continue.
On n'en sortira pas. Non, c'est plus fort que lui. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez faire comme ça? Comment voulez-vous qu'on pense à vous? Je sais pas, moi, pour des rôles. En même temps, je conçois tout à fait. Si tu veux un rôle viril et tout, évidemment, on ne pense pas à moi. Mais je pense que j'en suis capable aussi. C'est vrai. Écoutez, je fais des auditions vendredi. Mais en plus, c'est sérieux. Hein, pour le rôle que jouait Raphaël Langlais dans la pièce. Mais oui, mais Laurent, il va falloir que je vole de mes propres ailes un jour. Il va tourner une série qui s'appelle comment déjà? Les Bleus, c'est ça? Les Bleus, je crois. La suite des Bleus. Ouais, et donc, il s'en va début mai. On est obligé de trouver un nouveau compagnon de jeu pour Titoff et Lisa Tovetti. Voilà, je fais les auditions vendredi. Venez, faites-moi on pourrait la faire là maintenant. Non. Vous êtes d'accord? Comme ça va me faire gagner du temps pour vendredi, parce que déjà, il faut que je passe 5 ou 6 heures à ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit déjà à un moment donné, votre pote il dit, Nicolas? Oh là là, elle m'a quitté, c'est parce qu'elle a fait, elle m'a quitté, c'était obligé, c'est une salope, vas-y. Mais très macho, hein, très macho, ouais, le taximètre, Oh là là, tu sais quoi, elle m'a quitté cette salope. Non là, c'est très gay déjà. Ça a pas bougé. Cette salope, on a l'impression qu'il s'appelle Marcel. Ouais. Ah, vous êtes mauvais. Bon, je ne dis plus rien. Mais non, concentrez-vous, vous allez y arriver. Tu peux le faire. On croirait que c'est la scène de la biscotte. Ouais, exactement. Arrête, t'es chier, putain, mais c'est pas possible. Attendez, c'est scandaleux. Non, alors, il y a un moment donné, de mémoire, parce que c'est pas mon texte quand même, il dit, oui, tu sais pourquoi les gens font la gueule en France? Moi, je suis taxi, je le vois très bien dans mon taxi, parce que ça baisse pas assez. Voilà, par exemple. Tu sais pourquoi les gens font la gueule en France? Non, plus viril. Ouais, tu sais. Tu sais pourquoi les femmes, elles font la guelle en France? Parce qu'elles sont mal baisées, mais c'est tu pas vois. cet accent qui est viril. Bah oui, mais c'est ce qu'il me demande de faire. Il est obligé de reprendre son accent rebeu pour être hétéro. Comme s'il n'y avait pas des rebeux gays. Non. Bon, écoutez, moi, j'en peux plus. Va voir à Marrakech. Bon, anyway. Non, mais enfin, écoutez, on va y arriver, Titoff. On peut y arriver. Ah, on peut y arriver. Mais non, mais à froid comme ça. Suivez comme, regardez. Prenez un exemple. Prenez un vrai hétéro. Regardez. Alors, bah non, je vais pas vous demander à vous, Michalak. Elle est plus féminine que moi, attends. Elle est plus féminine que moi. Putain, je crois rêver là. Tenez, je l'ai le pourquoi texte. pour faire l'hétéro? Voilà, j'ai le texte. Ouais, c'est vrai. Alors, bon, je fais l'hétéro, gay. Alors voilà, ouais, je suis pas pédé, hein. Bon, alors. J'adore le foot. Une bière. C'est ça. Tenez, donnez-lui, voilà. Ça, c'est Nicolas. Voilà, c'est le rôle de Nicolas que vous devez faire. Alors, vas-y, Titoff. Audition, Stevie Boulet. Alors, premier truc, tu vois. Maintenant, je vais dire une chose. Qu'elle se tire, c'est ce qui pouvait t'arriver de mieux. Merci. Bah, c'est à toi de répondre. Ah, tu vois, non, parce qu'il me parle pas, moi, là. Ah, tu vois, j'arrête pas de te le dire. Et maintenant que t'es à nouveau célibataire, tu vas pouvoir sauter toutes les filles. Et maintenant que t'es à nouveau célibataire. Et il y a des filles toutes seules qui n'attendent que ça. Stevie, il faut que tu penses bière, football, film porno. Hétéro, quoi. Isabelle, vous croyez que ça peut le faire? Mais absolument. Sans rire. J'ai confiance dans les talents de comédien de Stevie. Pourquoi un rôle d'hétéro devrait être joué par un hétéro? Non, mais attends, c'est parce qu'il faut savoir danser. Bon, ça vous. Ah non, là, il est excellent. Ah, il est excellent, mais il faut savoir chanter aussi, Stevie. Je suis libertine. Mais non, c'est Titoff qui chante ça dans la pièce, en plus. C'est moi, ça. Vous voyez? Comme quoi, il y a aussi des hétéros. Et en plus, quand vous chantez ça, vous ramassez à chaque fois. Ah, grave, ouais, c'est un grand plaisir. Ah, je viens la semaine prochaine, moi. Ah ouais, voir Titoff chanter Je suis libertine, je suis une cata. Ah, moi, je viens le voir chanter n'importe quoi et faire n'importe quoi. Pourquoi vous êtes amoureuse de Titoff? J'ai pas dit que j'étais amoureuse, on se connaît pas assez, mais j'avoue que mais ça à la fait fois, c'est longtemps ça qui est bien que je aussi, le des dis. fois, c'est quand on se connaît pas assez. Ah, d'accord. Remarquez, si on veut un vrai macho, viril et tout, on avait qu'à prendre Fabrice Eboué, on a été con aussi, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Le texte, donnez-moi le texte. Mais donnez-lui le texte. Donnez-lui le texte. Mais attends, je vais lui choisir le moment qu'il faut. Mais vous savez chanter vous aussi? Ah oui, voilà, j'ai des grands talents de chanteur. C'est clair qu'il y a. Essayez. J'ai Oui, on va toujours voir. rêvé de donner la réplique. Tu es Julien donc. Ouais. Oui, c'est ça. Maintenant, je vais te dire autre chose. Kestir, c'est ce qui pouvait t'arriver de mieux, cette pute. Tu vois? C'est mieux. Voilà, déjà c'est mieux, il rajoute du texte. Ouais, tu vois, Le sens de l'improvisation, c'est ça qui est bien. Ah, tu vois, j'ai rien compris. Ça c'est hétéro, tu vois.
Tu vois, Isabelle et moi, on est fascinés. Et maintenant que t'es à nouveau célibataire, tu vas pouvoir sauter toutes les filles que tu veux. Et il y en a des filles toutes seules qui n'attendent que ça. Bien Ces sûr, salopes. même des nanas qui ont déjà... Ah oui. Même des nanas qui ont déjà des mecs. La preuve, c'est arrivé. Parce qu'on parle d'un troisième, hein, là. Cela dit, là, c'est pas moi qui rajoute. Ça, c'est clair que c'est pas les salopes qui manquent, hein. Et toi, tu vas être au milieu d'elles, libre comme un poisson dans le dos. Dans l'eau. Remarque, un poisson dans le dos. Ensuite, Dans l'eau, sans avoir de compte à rendre à personne, vénard. ah non, mais il est hétéro, vous voyez, ça se voit tout de suite. Ouais. Regardez, on va le donner à Michalak, on va s'apercevoir qu'il est bi. C'est ça. Alors c'est lequel? C'est Nicolas? Ouais, allez-y. Maintenant je vais te dire autre chose. Quel se tire? C'est ce qui pourrait t'arriver de mieux. Regardez la grosse voix qui prend. D'un seul coup, il a déposé ses couilles sur la table. J'ai toujours parlé comme ça. J'ai toujours parlé. La menteuse. Qu'est-ce qui refoule? C'est Titi chez les routiers. Tu sais. Bon, et maintenant que t'es de nouveau célibataire, tu vas pouvoir sauter toutes les filles que tu veux. Et il y en a des filles toutes seules qui attendent que ça. Qu'est-ce qui refoule? Même des nanas qui ont déjà des mecs. La preuve, ça t'est arrivé. Et ça c'est clair que c'est pas les salopes qui manquent. Ah, ça non, hein. Alors. Vous voyez, c'est la caricature. C'était Stevie le plus viril. Mais ouais, vous comprenez, c'est la caricature du macho C'est là la qu'on essaie de démontrer dans cette pièce. Ça se travaille. Ah ouais, ça se travaille. Vous aimez Pourquoi la caricature du macho, ça peut être un homme viril sans être macho? Non, là, pour le coup, là, le type est vraiment... Nicolas, il est vraiment... il est vraiment atteint. Il est vraiment atteint. Ouais. Il revient de loin. Il est du genre à venir au Stade de France avec une banderole. Ah, voilà. Consanguin, pédophile. Il est pas loin. Il est pas loin de ça, vous voyez. Non, quand même, là, non. Et on peut applaudir quand même nos trois. Bravo. Ça va être chaud vendredi, hein, pour les auditions. Vous pouvez appeler ma collaboratrice, on fait quand même le casting, hein, vendredi. On n'annule pas. Allez, question, Léo, on y va. Allez, c'est parti, on est quand même là pour commenter l'actualité, les amis. On parle beaucoup dans la presse aujourd'hui et on voit son travail de Claude Gassian. Qu'a fait Claude Gassian à 2000 reprises? À 2000 reprises. 2000 reprises. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un nègre, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit pour quelqu'un d'autre? Pas du tout. Claude Gassian. Il a fait ça Claude 2000 Gassian. fois. Est-ce qu'il est arménien? Non. C'est rapport avec sa profession? Oui, il a une profession qui... Est-ce qu'il est dans la politique? Il n'est pas dans la politique. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il la fréquentait très peu, la Mais politique. maintenant il va la fréquenter un peu plus. Un peu plus. C'est un record qu'il a battu? 2000 fois. Non, c'est pas un record du tout. C'est un gars qui est prof ou un truc comme ça? Non, il n'est pas prof. Syndicaliste? Non plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'il peut faire plusieurs fois par jour? 2000 fois, parfois même en 1 heure. Il a voté à Perpignan. Non. 2000 fois dans la même C'est journée. joli. Il peut faire 2000 fois dans la même journée? Oui, 2000 fois en 1 heure même souvent. Pratiquer l'onanisme? Non. Ça fait beaucoup. Oh, quand même C'est pas. Un hétéro anatomique. aurait pas dit ça comme ça, tu vois. C'est louche. C'est anatomique, c'est les battements de son cœur. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il gagne de l'argent chaque fois qu'il fait ça? Beaucoup d'argent. En faisant ça 2000 fois, il joue à la bourse? Et là, son nom va d'un seul coup devenir beaucoup plus connu. On voit son travail dans la presse cette semaine. On peut voir son travail. C'est le mec qui a dessiné les petits signes, les nouveaux signes du code de la route qu'il faut que tout le monde sache. Autrement, on va en prison. non, on en parlera dans cette émission. Retenez bien ça. Il fabrique quelque chose? Non. Bah mince. Alors attendez, il y a un truc qui fait plus de 2000 fois par heure et qui lui rapporte de l'argent et qui J'ai pas dit qu'il faisait plus de 2000 fois par Mais heure, ça toutes les heures, mais s'il en a envie. Il colle des timbres? Il colle des timbres. Voilà un métier vachement... Bah t'as plus de langue. Dans la presse cette semaine, on voit son travail. Il a fait ça 2000 fois. On a le nombre précis voilà, on a le nombre précis. de fois qu'il l'a fait. Est-ce que ça touche à l'art? Oui, bien sûr, c'est un travail artistique. Mais n'importe qui peut le faire ou pas? Ah non, parce que ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est lui qui a été choisi. Il fait des gammes? Comment ça, des gammes? Avec sa voix, enfin. Il va redécorer quelque chose? Ah non, c'est pas au musée d'Orly, vous savez, il y avait un arborigène qui faisait des... Un arborigène. Un arborigène. C'est une sorte de petit arbuste qui vit loin de chez nous. J'en veux plus ça. Vous voulez dire un sauvage? C'est ça. Mais tu sais, qui fait des petits traits comme ça dans un pinceau, avec un pinceau. Un peintre? Non, oui. Enfin, Non, oui, un artiste aborigène, ça doit pas être ça. Non. Mais non. On en parle très peu dans la presse cette semaine. Des artistes aborigènes. Et c'est quoi cet artiste aborigène à Orly qui fait des traits là? C'est quoi? Mais déjà le musée d'Orly, si tu veux. Je connaissais pas celui-là. Tu dis Orly? Ouais. Oui. Ah bah j'y connais. Orly, Orsay, c'est tout des gars. Branly, vous voulez dire? Non? Il voulait dire d'Orsay, Orsay. de nouveau musée, chérie. Quai Branly. Quai Branly, voilà. Ah oui, c'est pas pareil que... Alors est-ce que c'est du pop art?
On a dit du pop art, hein, que tout le monde ait bien compris. Pas du poppers. Voilà. Non, c'est pas Ça du pop existe art. plus le poppers, on n'a plus le droit d'en acheter. J'en sais rien, moi j'en ai jamais acheté. Oh, la menteuse. Oh mais merde. Oh putain, je vais obligé de faire un coming in. Tous les lundis, t'as des croutonnés, c'est forcément dû à quelque chose. Ouais. Oh merde. Non, je rigole, mais Jérémy, c'est pas vrai parce que ta maman va s'inquiéter. C'est une plaisante. Ma meuf aussi, ouais. Ça m'offre, Robert. Jean-Michel. Alors, 2000 fois. Alors. Non, écoutez, c'est pourtant simple. Ah comme question. c'est simple quand on connaît la réponse. Surtout quand on connaît la réponse. Je l'ai la réponse. Justement. Je vais donner son Un nom. indice. Claude Gassian. Il a 58 ans. Voilà, c'est la première fois qu'il fait ça officiellement. Là, on a son résultat, le résultat de son travail particulièrement dans un hebdomadaire et même à la une d'un hebdomadaire cette semaine. Ah, il fait les robes de Carla Bruni? Pas les robes. Les photos. Les photos, c'est devenu le photographe officiel de Carla Bruni. Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est lui qui a été choisi par la première dame de France, la nouvelle première dame de France, pour être le photographe officiel pendant le voyage à Londres. Il avait le droit d'être dans l'avion avec Nicolas et Carla. D'ailleurs, certains autres photographes ont un peu râlé parce que d'un seul coup, il apparaît dans le monde politique alors qu'il n'en faisait pas partie. Jusqu'alors, il shootait plutôt des artistes comme les Stones, comme Vanessa Paradis, comme Madonna. Il devient le photographe officiel de la première dame de France. Il a produit près de 2000 photos pendant ces 3 jours à Londres. Quand je dis produit, ça veut dire que il est développé. Oui, ça veut dire que, vous savez, un photographe parfois il clique, mais je ne sais combien de fois en 5 minutes. Donc voilà pourquoi en 1 heure il peut faire 2000 photos. Ça c'est tout à fait possible. Voilà, et son nom vous ne l'aviez pas retenu, c'est Claude Gassian, 58 ans. Regardez là, elle est magnifique. Elle a une de match. Carla, reine de Londres, en 48 heures, elle a conquis l'Angleterre. On la voit déchaussée, on voit sa robe photographiée en train de pendre à la porte de la chambre. Ah non, je vais vous faire passer les photos. C'est une photo de Claude Gassian, ça. Ah ben voilà. Vous le connaissiez alors. Très bien, oui, j'ai reconnu son style. C'est un ami photographe de 58 ans. Et regardez cette photo où on voit même pas Carla Bruni, on voit juste sa robe de soirée pendre sur un cintre accroché à la porte et en bas juste les chaussures que dans un instant elle va enfiler. Non, c'est magnifique ces photos. Alors il y a la robe de Carla, il y a Carla dans sa robe, mais il y a un problème parce que dans les tableaux. La robe, elle fait la taille de la porte. La longueur de la hauteur de la porte. Ça veut dire que Carla Bruni mesure 2,30 m en fait. Alors que le costume de Sarkozy s'arrête à la poignée. C'est bien. Il parle pas souvent, mais il parle bien. Non, c'est des jolies photos. Voilà, faut dire mais elles sont magnifiques. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui ont choisi de publier la robe sans Carla, mais les tabloïds anglais ont publié Carla sans la robe. Vous n'avez pas trouvé ça élégant de la part de nos amis anglais? Écoutez, la photo est très belle. Alors, c'était sûr qu'ils allaient le faire puisque la photo existait. Donc. Non, mais les photos sont belles. Hein. Le Elle grain est bien à poil aussi, non? Ouais. Le grain est beau. La lumière. La page d'après, la photo de Fourniret, c'est pas lui qui l'a fait. C'est vrai, quelle horreur. Ah, mais c'est ignoble. C'est affreux. Ouais, c'est pas le même photographe. Quelle horreur. Le pire, c'est la femme. Je peux pas comprendre que cette femme ait suivi son... Non, mais parlons 2 mots de cette affaire. On n'ose pas aborder ça dans cette émission. On rit avant tout, c'est un divertissement. Mais c'est vrai que ce procès Fourniret, moi, ce qui m'épate le plus, c'est parce que bon, lui, c'est un odieux personnage, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus que tout ce qui a été écrit? Mais le rôle de la femme, là-dedans, j'arrive pas à comprendre. Isabelle Alonso. C'est vrai que ça dépasse l'entendement. C'est vrai aussi, je crois qu'elle fait partie de ces gens qui sont totalement sous l'emprise de quelqu'un d'autre, au point de faire tout ce qu'il dit. D'abord parce qu'elle a peur de lui, et ensuite parce que elle n'arrive pas à se dégager de ça au point d'avoir été complice active. Quoi, c'est vrai. Mais que... Isabelle, t'as toujours été contre les femmes dévouées, donc il y a un moment. et apparemment. Isabelle Alonso, Fabrice Eboué, Valérie Mérès, Titoff, Stevie Boulet, Jérémy Michalak. Ça n'était pas arrivé depuis le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est Ludovic Vigogne qui nous l'explique dans l'Express. Qu'est-ce qui n'était pas arrivé depuis le fabuleux destin d'Amélie Poulain? Des cars d'autobus qui vont sur les lieux de tournage? Non, c'est vrai que à Montmartre comme à Bergue, il y a effectivement des cars de touristes grâce au succès du film. Vous aurez compris effectivement
que c'est lié au cinéma. Mais c'est en rapport avec le monde politique puisque c'est Vigogne. Exact. Oh, bravo, vous connaissez le journaliste de l'Express? Il a travaillé T'empêches tout le monde de dormir à 2-3 reprises. C'était le jeune blond là, qui a pas fait 3 semaines. Voilà, qui a fait. Je pense que tu peux lui confier un rôle d'hétéro super facilement. Je pense, parce que j'en ai entendu parler, c'est peut-être le Sarkozy en parlait au Parc des Princes pour la finale de la Coupe de la Ligue. Il a peut-être regardé avec Carla Bruni de manière officielle Bienvenue chez les Ch'tis. C'est-à-dire, expliquez. Il y a eu une projection privée peut-être à l'Élysée pour le couple. Il va y avoir, il n'a pas encore eu lieu, mais il va y avoir une projection privée de Bienvenue chez les Ch'tis à l'Élysée pour que le président de la République puisse enfin voir ce film. Ça n'était pas arrivé depuis le fabuleux destin d'Amélie Poulain que Jacques Chirac avait demandé de visionner en 2001. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Il y a déjà parfois des projections de films dans la mini-salle de cinéma du palais présidentiel, mais c'est assez rare que le film soit déjà sorti. Souvent, c'est en avant-première, où le président voit un film qui est lié à la politique. Ou là, parce qu'un film a énormément de succès, qu'on demande à le visionner, eh bien, ça n'était pas arrivé depuis Le fabuleux destin sous Chirac, et vous allez rigoler, depuis La grande vadrouille sous Pompidou. Oh là là. Mon Dieu. Giscard, il a pas vu un film. Mitterrand, il connaît pas la télé, il allait dans les salles. Bah oui, ils allaient dans les salles. À la recherche du diamant vert. Très bon film. C'est bien que le président voit Bienvenue chez les Ch'tis, soit un peu au courant de ce qui plaît à 17 millions de Français. Voilà, comme c'est un film anti-bling-bling, Bienvenue chez les Ch'tis. Et puis il a vu la banderole, fallait qu'il voit de quoi parler le film aussi, quoi, au bout d'un moment. Exact, c'est vrai, il a dû se dire, tiens, alors c'est quoi ce film? C'est quoi un ch'ti? L'histoire de la banderole, c'est assez étonnant, puisque on en parle depuis quelques jours. Vous avez vu que la presse recense toutes les banderoles qui ont pu exister avant celle qui a tant fait parler dans la presse depuis le week-end dernier. Et c'est vrai qu'il y en a certaines qui étaient tout aussi odieuses et qui n'avaient pas fait tant de scandales. Celle-là est scandaleuse parce que c'est marqué pédophile et chômeurs consanguins, bienvenue chez les Ch'tis, et ils ont oublié alcoolique. C'est pour ça que moi j'ai trouvé ça assez odieux, quoi. Non mais vous avez vu un peu, par exemple, il y avait au cours d'un match Lyon-Saint-Étienne. Je vais vous donner que la dernière partie de la banderole, c'était un match Lyon-Saint-Étienne, et il y avait des supporters lyonnais qui avaient fait une banderole. Lyon est pas réputé pour être un club dont les supporters sont spécialement, on va dire, violents. Non, mais il y a la guerre entre Saint-Étienne et Lyon. C'est un derby, comme on appelle Lyon-Saint-Étienne. Et ben il y avait eu une banderole il y a quelques années de ça qui disait, je vous dis pas la première partie, mais la banderole se terminait par « Quand vos pères crevaient dans les mines ». Que disait la première partie de la banderole? C'était pour Lyon-Saint-Étienne? Ouais. Vous faisiez moins les marioles? Non. C'était vachement plus drôle. Vos mères. On préférait quand... Non, il y a à mon avis un truc du genre les nôtres faisaient quelque chose. Exact. On sautait vos mères. Non. Non, à la limite, c'est un peu plus fin que ça quand même. Ah bon? Ça rime ou pas? Il y a une rime? Non, il n'y a pas de rime. Ah, ils sont pas fait chier alors. Il y a eu une banderole qui disait tuez-les aussi lors d'un match. Oui, c'est encore pire ça. Ça c'est tous les matchs, non? Voilà. Il y a eu aussi un match aujourd'hui, on lit ça dans le Parisien, puisque parfois le Paris Saint-Germain a été victime de banderoles aussi, et pareil, Bordeaux n'est pas une ville réputée spécialement violente pour ses supporters. Eh bien, pour un match Bordeaux-PSG il y a quelques saisons, les supporters bordelais avaient fait une banderole: l'été vous polluez nos plages, l'hiver nos montagnes, ce soir notre stade parisien, le Sud-Ouest vous vomit. Vous vous rendez compte? C'est la banderole qui fait le tour du stade. Il y a eu une banderole aussi qui avait marqué, c'était il y a quelques années, c'était au stade de Monaco aussi. C'était une banderole, elle était en cachemire. C'est marqué Ernest dessus. En or. Mais enfin, on a l'air de découvrir que le foot, ça engrange qu'il y ait quand même beaucoup de gros cons qui regardent, quoi. Oui, alors dites, vous n'avez pas trouvé la première partie de ma banderole lyonnaise? 1-1-1, pendant que vos pères crevaient dans les mines. C'était bien? Non, pas quand même. Non, mais un côté chez les nôtres faisait quelque chose de grandiose. Voilà. Alors à Lyon, à votre avis, qu'est-ce qui a été fait? On mangeait de la rosette pendant que vos pères crevaient dans les mines? Non, quelque chose de plus fin, de plus intelligent quand même, évidemment. C'était pas si idiot cette banderole. La deuxième partie est injurieuse, mais la première partie, on sait pas. Donc c'est nous, Oui, évidemment. On s'entraînait. À Lyon. Lyon, c'est quoi, Lyon? Lyon, c'est la gastronomie. Nous on travaille dans les banques. C'est une sorte d'animal un peu méchant. Pardon? Ah, c'est l'horlogerie, il y a de l'horlogerie? Non, ça c'est pas bête, voilà, on se rapproche, mais c'est pas l'horlogerie. On faisait des bijoux. Mais la banque, le Crédit Lyonnais. La soie. Non, qu'est-ce qu'on a inventé? On pétait dans la soie? Non. Ah, la rosette. Non. On mangeait de la rosette pendant que vos pères étaient dans... Les bouchons. Ah oui, ça c'est très méchant ça. Ça veut rien dire du tout.
Oui, on les faisait de la soirée, les bouchons. Nos ancêtres, 111, quand vos pères crevaient dans la mine. Nos ancêtres, 111. Qu'est-ce qu'on a inventé à Lyon quand même? Valérie Mérès, ça Moi, vous concerne? J'ai fabriqué ma fille à Lyon. Ça vous concerne, Valérie? Du théâtre? Voici Titoff. Du théâtre? Non. Guignol. Pas Guignol. Pas Guignol, mais on se rapproche quand même. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu à Lyon? Ah ben, un acteur, Les marionnettes. Un acteur prestigieux? Non. Avant qu'il y ait des acteurs de cinéma. Eh ben, le théâtre, les planches. Non, il y a eu quoi? La lumière. C'est-à-dire? Nous, on avait on a inventé le cinéma. C'était les frères Lumière. On a inventé le cinéma, donc on était dans la lumière. Bonne réponse. Évidemment, les frères Lumière, vous en faites quoi des frères Lumière? C'est la Ciotat, c'est la Ciotat, l'emblème des frères Lumière quand même. Ah, c'est l'arrivée du train en gare de la Ciotat, mais c'est fait à Lyon quand même. C'est à Lyon, ils ont inventé le cinéma à Lyon quand même, les frères Lumière. Et la banderole, c'était une banderole sur laquelle était écrite « Nos ancêtres inventaient le cinéma quand vos pères crevaient dans les mines ». Bonne réponse d'Isabelle Alonso. C'est l'horreur. Mais c'est horrible. Le maire de Saint-Étienne avait exigé des excuses de Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais. Et au match suivant, match retour, Saint-Étienne-Lyon, il y avait des banderoles fiers d'être fils de mineurs et d'autres supporters qui avaient fait une banderole pendant que vos pères inventaient le cinéma, les nôtres niquaient vos mères. Bon, ben voilà. Là, on retombe dans les bonnes C'est ça le football. C'est ça le foot. C'est génial, c'est merveilleux. Isabelle. Non, je voulais juste dire que cette banderole représente un travail collectif extraordinaire, puisque vous savez que c'est vachement filtré à l'entrée. Il a fallu que chaque mec, avec chaque lettre repliée dans ses habits, porte une lettre. On soupçonne Laurent Romeshko d'ailleurs. Non, et après ils se sont mis dans le bon ordre, etc. Je veux dire, c'est des stratégies collectives qui avant auraient été appliquées au boulot syndical pour organiser une manif. Il aurait pu avoir Chaumil, et là, parce que si c'était mal disposé les lettres, il aurait pu avoir Chaumil, pédophère. Mais je te signale que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé de place. Ils ont trouvé dans les films enregistrés par les caméras de surveillance. Ils ont vu que les mecs se mettaient en place pour que ça soit dans le bon ordre. Et le Z est à l'envers. Pas obliger le supporter à faire du déchiffrage en plus. Bon, ça n'empêche que le Paris Saint-Germain a gagné hier contre Strasbourg. Ah ben, on est bien soulagés. Un but à 0. Bah eux, ça les soulage quand même parce qu'ils n'avaient pas gagné depuis le 23 janvier dernier. Ah, j'ai cru depuis 23 ans. Pas quand même. Et donc ils se sauvent de la zone des relégables puisque vous savez, chère Valérie, que les 3 derniers du classement de la Ligue 1 passent en Ligue 2. Voilà. Oh, bah, vous êtes capable de me citer les 3 clubs qui sont pour l'instant en queue de classement et qui sont donc derrière le PSG qui est donc 17e maintenant. Bah oui, il y a Toulouse. Hein. Toulouse, 19e. Il y a Metz. Hein. 20e. Et... Oh non, pas Nancy. Elle n'est pas tombée dans le piège. Elle n'est pas totalement idiote. Hein. Non, moi je suis pour Titoff Nancy. lui a soufflé effectivement Toulouse et Metz. Et c'est Lens, d'autres ch'tis qui sont 18e. Non, moi je suis pour Nancy alors. D'ailleurs, je dis d'autres ch'tis, c'est eux d'ailleurs les Lensois qui étaient effectivement les adversaires du Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe de la Ligue samedi dernier. Écoutez, on a beau critiquer le PSG, on serait quand même content à Paris s'il pouvait y avoir encore des matchs de Ligue 1, qu'on soit supporter ou pas du Paris Saint-Germain, ça permet quand même de voir d'autres clubs de Ligue 1 comme par exemple le Havre l'année prochaine venir jouer à Paris. Non mais c'est vrai, ce serait quand même couillon pour moi que le Havre monte en Ligue 1 puis que je puisse pas les voir à Paris. Voilà, alors donc je souhaite finalement pas pour le PSG mais pour le Havre, je souhaite que le PSG reste en Ligue 1, vous comprenez ça? Il reste juste une année en Ligue 1 donc c'est vrai que c'est dommage. Non, écoutez, franchement, c'est vrai il paraît qu'il faut les allers-retours tout le temps. Le Havre, c'est vrai qu'ils sont pas restés longtemps mais il devrait y avoir du respect car c'est le plus vieux club de football français, le Havre. C'est le club doyen. C'est là où le football en France, ils étaient premiers l'année où ils étaient tout seuls en fait. C'est là où le football a été inventé. Vous voyez, pendant que vos mères alors, vous voyez, hein, alors vous vous taisez les uns et les autres. Voilà. Mais tu vois par exemple Stevie, pour ta future carrière de comédien hétérosexuel, peut-être qu'aller au stade, ça peut être un bon entraînement. Déjà, chérie, attends. C'est vrai. Tu vas au stade. Mais par exemple, vous arrêtez ça. J'y vais déjà, chérie. Ça déjà, vous arrêtez. Si vous voulez vraiment. J'y vais déjà, vieux. Mon pote. Mon pote, j'y vais déjà. Pendant toute cette émission, on va vous reprendre dès qu'on entendra une connotation
informations qui pourraient laisser supposer votre orientation sexuelle, eh bien, on vous reprendra. Non, mais Laurent, imagine, t'es chauffeur de taxi, par exemple, quelqu'un qui demande, oui, bonjour, je voudrais aller à la rue François 1er, s'il vous plaît. D'accord, c'est parti, mon chéri, on y va. Le 14 juillet prochain, nous aurons l'occasion en France de voir le défilé du 14 juillet, évidemment, mais pas seulement. Ce n'est pas le seul défilé qu'on pourra voir le 14 juillet prochain. Quel autre défilé? Défilé de mode? Non. Manifestation C'est une manifestation. Quelque chose de social Oh non, non, c'est pas social. C'est pas des syndicats Des ch'tis? Non. Non. Je l'ai lu. International? C'est au niveau international, mondial. Pour le Tibet, notamment? Non. En revanche, ça se passera au Vietnam. Ah, c'est pas en France? Non. Mais ça tombe le jour de la fête nationale française. Exactement. Y a-t-il un lien de corrélation entre les deux? C'est en rapport avec la guerre, non? Non, du tout. Non. Un défilé. C'est curieux que ça se passe au Vietnam maintenant que j'y pense. Bon, c'est international, il y a plein de pays qui participent. Ouais, un truc qui célèbre quelque chose? Célébrer n'est pas le mot. Qui attire l'attention? Oh, ça va attirer l'attention. Tous les ans, ça attire l'attention. Sauf que là, c'est le 14 juillet. C'est un concours? C'est un concours. C'est sportif? Le concours Eurovision? Non, c'est pas sportif. Le Tour de France? Eurovision au Vietnam. Le Tour de France au Vietnam. Ouais, ça c'est bien. Vous parlez d'un truc qui attire l'attention d'habitude. Dieu sait qu'ils ont fait des... Le Dakar? Dieu sait qu'ils ont fait des écarts. Parfois, ils sont passés par Londres, le Luxembourg, l'Allemagne, c'est tout. pour ça. Le Vietnam, Jusqu'au c'est chiant, Vietnam, il faudrait qu'ils soient super dopés. Alors là, Depuis qu'il y a le Paris-Dakar en Amérique du Sud, c'est tout vrai, est permis. tout est permis. Mais non, là non. Le concours de Miss Monde? Pas Miss Monde, mais Univers. Miss Univers. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je savais bien que je l'avais lu. Et c'est Laura Tanguy, la dauphine du concours Miss France, qui évidemment représentera notre pays, puisque vous le savez, Madame de Fontenay ne veut pas inscrire la Miss Réunion gagnante, Valérie Bègue. Ce n'est pas elle qui ira au Vietnam pour le 14 juillet. C'est Miss Pays de Loire, la dauphine, Laura Tanguy, qui représentera nos couleurs au Vietnam le 14 juillet prochain. Comment vous la trouvez, Stevie? La gonzesse, fais gaffe à ce que tu dis, hein. Fais gaffe à ce que tu dis. Non, si, elle est très très belle. Ah, voilà. Ouais. Non, elle est magnifique. Alors, un peu maigre, je trouve. Si vous pouviez dire juste, on en ferait bien 104 heures. Ah ouais. C'est vrai, t'as raison, elle est un... Il n'arrive pas à le dire. Je m'occuperai bien de ses petites fesses, il a dit je m'occuperai bien de ses petits frères. Je m'occuperai bien de ses petits frères. Je m'occuperai bien de ses petites fesses. Au lieu de dire petites fesses, il a dit je m'occuperai bien de ses petits frères. Il est pas bien du tout blanc, il va vomir. Redites-le, essayez. Mais je me ferais bien ces petites fesses. Ah, grave. Ah bah voilà, ça commence à... Ah, ça Ça commence à venir. Ça vient petit à Comme petit. disait le jeune mari. Allez, on continue la formation, Stevie. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes en premier dans un défilé de Miss Univers? La fille ou la robe? C'est la silhouette, en fait, il me semble, qui est très importante. À mes yeux, après chacun ses goûts, mais moi j'aime bien la silhouette. Il faut qu'elle soit sculpturale. Voilà, c'est le mot. Non, mais Et c'est t'as vrai, pas dit j'aime le les P, femmes c'est avec des parfait. formes. J'aime pas les femmes filiformes, enfin les brins de fer même. J'aime pas. J'aime bien les femmes avec des Les formes. brins de fer. Oui, j'appelle ça des brins de fer. Tu sais les teints là pour souder. Tu vois, tu fais un truc comme Ah, ça. ça déjà, ça devient hétéro, dis donc. On est dans la métallurgie, là. Là, je me croirais dans les usines du Nord, là. Ça y est. Oh putain, je suis à Gambrange, putain, là. pour souder. Elle va pouvoir faire une maison, des fondations. J'y mettrais bien mon chalumeau. Ah, il le veut, le rôle, hein. Il est pas drôle, là. Il est prêt. Allez, dans un instant, je vous poserai d'autres questions, mais ce sera après la pub. Titoff, Jérémy Michalak, Valérie Mérès, Isabelle Alonso, Fabrice Eboué et Stevie Boulet vont tenter de répondre à cette question dont j'ai trouvé la réponse dans Gala. Michel Denisot a passé un coup de fil à Rachida Dati après sa participation à l'émission de Canal+, Le Grand Journal. C'est son épouse, Michel Denisot, qui a insisté pour qu'il passe ce coup de fil à Rachida Dati. Pour lui demander quoi? On lui demandait de prêter des robes Dior aussi à sa femme. Non, mais... La marque Demandez de- l'adresse voilà, avec de ses sa chaussures ou un robe, sac. l'adresse, Alors, c'est quasiment la bonne réponse, mais c'est pas le sac, c'est pas la robe, les chaussures. De son coiffeur. pas le coiffeur. De son Bijoux.
Des bijoux, oui. Des colliers. Boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, bonne réponse de Michalak, Titoff et Alonso. En effet, Michel Denisot aurait appelé Rachida Dati après sa participation à l'émission Le Grand Journal. Sur demande de son épouse, il voulait connaître l'endroit, et surtout elle voulait connaître l'endroit où la ministre de la Justice, la garde-robe des Sceaux comme je l'appelle, avait acheté ses boucles d'oreilles. Rendez compte un peu. C'est marrant, Roselyne Bachelot a fait l'émission, mais personne l'a appelé après. Bon. Enfin, ça prouve quand même que Mme Dati devient une sorte d'égérie de la mode. Elle est très très belle. Oui. Donc effectivement, les femmes la regardent et s'identifient, j'imagine. Peut-être connaissez-vous la Queen's Discothèque, une discothèque qui appartient au footballeur Didier Drogba, le joueur j'ai cru Didier Deschamps, je le voyais pas du tout avec une discothèque. Non, Drogba il joue à Chelsea, c'est ça, je crois. Et Didier Drogba est donc propriétaire d'une discothèque, la Queen's Discothèque. Et il y a quelqu'un qui, pas tout à fait volontairement, vient d'en faire de la pub, une énorme pub pour cette discothèque. Qui donc? Mais je sais, c'est pas Jack Lang qui allait danser là-bas? Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Avec le président? Avec le président ivoirien Laurent Gbagbo, qui effectivement dans cette discothèque qui se situe à Abidjan sont allés terminer une soirée. C'était le vendredi 28 mars dernier. On voit d'ailleurs partout sur internet cette vidéo où Jack Lang s'éclate sur la piste de danse. C'est assez rigolo. Pourquoi vous vous marrez, Fabrice? Non, parce que j'imagine Jack Lang en train de danser la musique, enfin la danse traditionnelle. Non, c'est le coupé décalé en Côte d'Ivoire, qui est une danse assez fameuse. Le ventilateur, tout ça. Oh je comprends pas. Moi, j'ai été au Baron à Ouarzazate, personne n'en a parlé. Ah non, mais faut le voir. C'est une catastrophe quand il danse. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une boîte noire. Non. Enfin, écoutez, il y aura une bonne ambiance dans cette discothèque du footballeur Drogba. Évidemment, ce qui est embêtant, c'est que le président ivoirien a reçu les louanges, pour ne pas dire plus. Quand il va dans le compliment de Jack Lang, il est pas dans la demi-mesure. Hein. Il va toujours à fond. Hein. C'est quand même le roi du compliment. Et sauf que justement, en ce moment, la situation économique en Côte d'Ivoire n'est quand même pas la meilleure qui soit, au point qu'il y a eu d'ailleurs une grande manifestation où les Ivoiriens défilaient contre la cherté de la vie et l'augmentation du prix des denrées de première nécessité, et que l'irréparable est même arrivé le 1er avril dernier, puisque selon l'AFP, un manifestant a été tué par balle. Bon, c'était 3 jours après la sortie en discothèque de Jack Lang avec le président Gbagbo, mais quand même, ça la fout mal, quoi, non? Il a chopé des meufs ou écoutez ça, on ne sait pas ce qu'il a chopé. Ça, c'est très drôle. Ça ne nous regarde pas. Non, c'était juste une question. Attends. On ne nous dit pas, parce que de toute façon, le président ivoirien, dans ces cas-là. Je savais pas qu'il avait une discothèque, Didier Drogba. Ils sont souvent propriétaires comme ça de boîtes, de restaurants, les. Ah ils investissent. Les footballeurs. Oui, parce que ça dure pas longtemps. Ils vont pas acheter des bibliothèques, non plus. Pardon? J'ai pas entendu ce qu'ils vont acheter des bibliothèques. Oui, c'est vrai qu'une discothèque, ça leur va mieux qu'une bibliothèque. Vous avez raison. Ce serait drôle, d'ailleurs. Il y a le ministre des Sports qui montre un peu l'exemple, quand même. C'est vrai que Bernard Laporte, entre les discothèques, les casinos et compagnie, c'est le premier à investir là-dedans aussi. Je vais vous donner le nom d'un sportif qui, lui aussi, est footballeur. Il s'appelle Baichung Boutia. L'histoire retiendra peut-être son nom. Pour quelle raison? En tout cas, au moins, cette année, on va retenir son nom. Il a marqué un but? Non. Il est tibétain? Il n'est pas tibétain. Ah, il est du Bhoutan? Il n'est pas du Bhoutan. Il est kazakh? C'est quoi ce nom? Il est indien, il est de l'équipe d'Inde de football. Car il y a une équipe d'Inde de football. C'est comme ça. Il y a une équipe d'Inde. Peut-être. Il a reçu une récompense? Non. Et ça fait rien que le ballon soit en cuir? Oui, parce que la vache est sacrée. Oui, c'est vrai. Ils osent pas toucher le ballon. Le goal est passé. Très drôle. Non. C'est vrai que le bof là-bas, il peut pas être sélectionné. Non. Il passe pas la douane. Même ici, non, bon, ça peut pas. Bon, alors. Tiens, il vient vous voir, le bof, au théâtre, là. Oui. Non, mais je vous jure que c'est vrai, je en savais plus. pas. Oui, il est sur la liste des invités pour la semaine Très prochaine. sympa. Vous connaissez? Oui, il vit
à Los Angeles. Je crois qu'il est acteur je l'ai vu. là-bas. La seule fois de ma vie où je suis allé à Los Angeles, je suis tombé sur lui, donc dans un restaurant. Et une famille très français. Très sympa. La famille. Mais est-ce que c'est vrai qu'il est acteur là-bas? Je suis pas un grand ami, mais on se connaît un petit peu quand. Parce que c'est la rumeur qui court, c'est une petite vedette. J'étais très fier. Je suis allé une fois deux fois d'ailleurs dans ma vie à Los Angeles. Vous rentrez dans un restaurant, personne ne vous connaît évidemment là-bas à Los Angeles, et puis vous installez. Vous installez à une table. Moi, je veux dire. D'un seul coup. Mais c'est vachement. Il y a un mec qui vient qui fait. Ce qui est con, c'est que moi je t'avais dit quel c'était. Ah ouais. D'un seul coup, attendez, j'ai fait la liste des chauves dans le football. Il y en a pas 10 000 non plus. Quand même. Ça y en a avoir beaucoup. Et puis c'est pas Bartel. Là, bon, ça m'est revenu quand même, mais très sympathique. Ah oui, très sympa. Voilà. Et il m'a dit effectivement qu'il était devenu comédien, qu'il avait des projets de cinéma là-bas. Donc, tu vois, nous, il y a des acteurs américains qui viennent voir la pièce. Ça, c'est la classe. C'est pas n'importe quoi. Bon, c'est pas le cas de Baichung Boutia. Alors, est-ce qu'il va porter la flamme olympique? Alors non, justement. Il refuse. Il va l'éteindre. C'est-à-dire que donc c'est un dissident. Mais mieux que ça, c'est le porte-flamme. Non, c'est le capitaine de l'équipe de football d'Inde. Oui, ça d'accord. Mais c'est donc le rebelle. Le numéro. Le premier sportif à refuser de porter la flamme. C'est le premier sportif à refuser de porter la flamme olympique. Voilà. Lors du passage de la flamme dans son pays le 17 avril prochain, il ne portera pas la flamme alors que il est très populaire dans son pays. Il l'a annoncé. Et c'est vrai que nos sportifs à nous ont trouvé une autre solution. Ils porteront peut-être un badge, ont-ils dit. Là, c'est lundi que la flamme olympique passera dans la capitale française. Elle partira du premier étage de la Tour Eiffel pour arriver au stade Charletti entre 12h35 et 17h. On a tout le parcours, hein. Je vous le dis pour ceux qui veulent intervenir. C'est l'air assez rigolo. On se dit, à mon avis, ils vont changer le parcours au dernier moment, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez pas ça? Ah non, je crois pas qu'ils vont changer le parcours. Ah bon? Vraiment, et je crois qu'il y a tout à fait les moyens, s'il y a des actions, qu'elles ne soient pas, en tout cas qu'elles passent pas à la télé dans les pays concernés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Que tout le long du trajet, on secoue des drapeaux tibétains. Il y aurait un truc superbe, mais comme ça c'est pas violent et ce serait une façon, c'est que tous les gens qui sont sur le parcours, ils soufflent pour éteindre la flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde s'habille en tibétain et se rase les cheveux. Où on essaye de lapider le porteur de la flamme avec des nems. On va lui Non, mais tous les sportifs habillés aux couleurs du Tibet, ça aurait de la gueule. Quand il pleut, comment ça se passe avec la flamme en fait? Alors je crois qu'elle ne s'éteint jamais. C'est indispensable. C'est vrai. Et c'est la même flamme depuis la création des Jeux Olympiques. Oui, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans qu'elle s'est pas éteinte. C'est bien ça, c'est Nana Mouskouri qui l'a allumé la première. Nana Jurassic. Tout, elle a servi à tout cette flamme olympique. Non, mais elle s'est jamais éteinte depuis le début des Jeux Olympiques modernes. Là, l'incendie à Athènes l'été dernier, c'était ça, si tu veux. C'est bien sûr. Des Miss Rousseau entièrement épilées à la flamme olympique. L'étincelle que vous voyez dans l'œil droit de Nikos, la flamme olympique. Il y a que Georges Moustaki, c'est la flemme olympique. Non mais c'est vrai, c'est magnifique quand même ce symbole, il faut le dire. Oui, ils étaient nus au départ, faut s'en souvenir quand même, hein, les athlètes. Oui. Dommage. On a dit non. Pourquoi changer les traditions? On avait dit non, Stevie. Et c'est d'ailleurs la raison pour les laquelle... athlètes, ça peut être des femmes. Voilà, justement, les femmes n'étaient pas admises dans les Jeux Olympiques antiques parce que les hommes étaient nus et il fallait pas qu'ils les voient. Mais il paraît que c'est pas très confortable de courir, faire un match de foot à poil, tu vois. Voilà. Mais il y a des sports où ça ne devrait pas être gênant. Pour le lancer de poids, par exemple, c'est pas gênant. Pas du tout. Non, voilà. Oh, ça peut déstabiliser. Hein. C'est prétentieux. Non, mais pour lancer le javelot, tu peux viser avec. Non, c'est pas mal. Pour la perche, ça peut aider. C'est dingue comme d'imaginer qu'ils étaient nus, les athlètes. Quand même, pour la lutte gréco-romaine, vous voyez. Ouais. Ah, ça devait être chaud quand même. Hein, Stevie, ça te dit pas? Et puis à l'époque, il y avait plein d'orgies et tout. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien. C'était le bonheur. Oh non, il n'y avait pas de maladie. C'est vrai que des maladies. Remarquez, il n'y a pas qu'à l'époque. Regardez dans le sport automobile aujourd'hui, il y en a encore. Vous avez vu ce type, hein, Max Mosley. Ça fait désordre. Président de la Fédération internationale automobile. Hein, on en a parlé ici hier. Ça fait encore la une des journaux
journaux aujourd'hui, quand même, Légion d'honneur, président de la Fédération internationale d'automobile, filmé pendant une orgie avec des prostituées. Il n'a pas démenti. Non, excuse-moi Laurent, c'est une séance sadomaso, carrément. Ah oui. Sadomaso, orgie sadomaso et nazi. Un peu, oui. Nazi. Nazi, bien sûr. Qui a vu les images? J'ai pas encore vu. Moi j'ai vu les images. Ah oui, allez-y, regarde. Il descend dans une cave tranquille, il a une espèce de cagoule, et puis là c'est sadomaso quoi. Il y a une maîtresse qui le reçoit, elle sort une espèce de truc de queue de castor, tu sais, un peu plat, et vas-y la fessée. J'ai pas tout vu vraiment le côté nazi. Vous vous êtes arrêté avant. Ouais, j'ai pas tenu, ça m'a trop excité. Je me suis endormi après parce que j'ai été après comme ça, après avoir joui comme ça. Non, mais carrément mais. Allez, une autre question, vous êtes d'accord? Où a-t-on pu entendre récemment un extrait du tube du groupe Téléphone, Argent trop cher, la vie n'a pas de prix? Dans une réunion syndicale? Non. Dans la manifestation pour les handicapés. Excellente réponse de Titoff, bravo. Je suis tombé sur ça juste après le truc sur le sadomaso là. 30 000 personnes handicapées ont défilé le week-end dernier. On n'en a pas parlé ici, il fallait quand même en parler parce que ils n'ont pas assez pour vivre. Ils ont surnommé et baptisé leur collectif ni pauvres ni soumis. Ils réclament un revenu d'existence décent. Faut dire que c'est vrai, ils n'ont pas beaucoup pour vivre. Par exemple, une femme raconte qu'elle dispose de 780 € de ressources par mois, alors qu'elle élève seule sa fille de 14 ans. Elle est sous le seuil de pauvreté, alors qu'elle est dans un fauteuil roulant suite à un accident de voiture qui lui a laissé les jambes paralysées. Et c'est effectivement sous la musique du tube du groupe Téléphone, Argent trop cher, la vie n'a pas de prix, que les handicapés ont manifesté samedi dernier. Ils ont manifesté et ils ont fait République Bastille. Non, invalide. En 3 jours. Ceci dit, normalement, il devrait arriver avant le week-end, là, normalement. Ouais, et puis il y a un aveugle qui est qui s'est couru, qui manifeste encore aujourd'hui. Il est à la défense. Vous êtes con alors, vraiment. Non, mais pourquoi non, alors je suis depuis la très belle expérience que j'ai vécue grâce à un film Cavalcade. Vous avez joué le rôle d'un tétraplégique. Le rôle de Bruno de Stabenrath. Il revient Bruno Stabenrath, on revoit la pièce. Et c'est vrai que au-delà de ça, il y a tout le temps beaucoup d'humour chez les personnes qui vivent ce genre de drame. Et c'est plus l'acceptation au-delà de. C'est vrai qu'il y a des côtés financiers. Moi, mon petit niveau, j'avais fait un petit geste par rapport justement au fauteuil, où souvent quand on connaît le prix des fauteuils et que c'est pas remboursé par la sécurité sociale, et quand on vit ce genre de drame, c'est ça ce qui est scandaleux. Et puis moi, depuis, je prends mon temps, mais c'est vrai que depuis ce film, j'aimerais, si je peux me joindre à une association, j'ai quelques associations avec qui je suis ami, mais faire une vraie action. Faut dire que vous étiez incroyable là, dans ce film-là. Alors là, pour le coup, c'était un vrai travail de comédien, et vous étiez allé à Garches, chez les grands accidentés, pour voir comment ça se passait. Plusieurs mois à Garches de préparation et pendant le tournage aussi. Je suis resté très ami avec Bruno et d'autres aussi, mais c'est vrai que on en parlera dans d'autres circonstances. Allez, on se retrouve dans un instant après le flash de 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner avec Valérie Mérès, Jérémy Michalak, Stevie Titoff, Isabelle Alonso, Fabrice Eboué. Allez, j'en ai encore des questions. Par exemple, Alexandre Alessandri. Ce n'est pas une chanson de Claude France. Alexandre Alessandri a fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Qu'a-t-il fait? On en parle beaucoup dans les journaux. Et les Français, il a volé une œuvre d'art? Non. C'est en France? Il a fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, et pourtant certains le font, en font même une profession. Mais lui, c'est dans des circonstances particulières qu'il l'a fait, et voilà pourquoi il a été interpellé même. En France? En France. Alexandre Alessandri. Ah, il y a des gens qui en font une profession alors que c'est interdit. Il y a des gens qui en font une profession, ce n'est pas interdit. Ah. Mais il y a des cas où faire ce qu'on fait là est interdit, même quand on est professionnel d'ailleurs. C'est le pote du frère d'Ivan Colonna qui était autour de la prison et qui a pris la photo de Fresnes de l'extérieur. Bonne réponse de Jérémy Michalak. En effet, c'est avec Alexandre Alessandri, un ancien associé d'Ivan Colonna dans la bergerie, que son frère Stéphane
Colonna est allé rendre visite à celui qui est pour l'instant toujours condamné pour avoir assassiné le préfet Erignac et enfermé à Fresnes. Et effectivement, Stéphane Colonna et Alexandre Alessandri ont été interpellés après avoir pris des photos de la prison de Fresnes. On nous dit que ce n'est pas le frère de Colonna, mais que c'est Alessandri lui-même qui prenait les photos. Ils sont en train de s'expliquer dans la presse ce matin. Il y a une interview de Stéphane Colonna qui dit mais écoutez, non, on faisait ces clichés tout simplement parce que on voulait ramener des photos en Corse pour montrer où était incarcéré mon frère. Voilà, tout simplement. Puis c'est joli, un mur de prison. Beau, Et puis il paraît qu'il y en a un, ils ont retrouvé avec un tatouage avec les plans de la prison sur le corps. C'est peut-être possible après tout, je sais pas. Peut-être qu'il a envie de dire tiens voilà où mon frère est incarcéré. Non, vous y croyez pas vous. En même temps, on a complètement le droit, de faire des photos d'une prison. Non, justement, on n'a pas le droit. Tu rigoles. C'est comme même dans les avions. Même à l'extérieur. Il y a des panneaux des panneaux qui disent interdiction de prendre la prison en photo. Moi, quand je sors du Moulin Rouge, je dis toujours aux gens, on n'a pas le droit de prendre le Moulin. C'est ma prison, le Moulin Rouge. Donc, on n'a pas le droit de prendre le Moulin Rouge en photo. Et je suis libéré fin juin. Et le maton, ça serait pas une petite dame blonde qui court partout? C'est le gardien principal. Alexandre Alessandri est en tout cas celui qui est appuyé sur la détente de l'appareil photo, entendons-nous, à côté du frère d'Ivan Colonna. Non, c'est assez rigolo. Il dit voilà, on a été mis en garde à vue quand même. Après 6 heures, on nous a relâchés. 6 heures passées au 36 quai des Orfèvres pour avoir pris en photo la prison de Fresnes. Ce n'est pas moi qui les ai prises, témoigne bien Stéphane Colonna. C'est mon ami Alexandre Alessandri qui a fait quelques clichés à plus de 100 mètres pour montrer à des proches restés en Corse où était incarcéré Yvan. Il n'y a rien de criminel là-dedans et pourtant on en fait tout un plat, dit Stéphane Colonna. Crédible, pas crédible? Quand on voit les évasions absolument extraordinaires que certaines personnes arrivent à faire, je comprends que les flics se méfient de quelqu'un qui prend des photos autour d'une prison. Enfin, à ce moment-là, il l'arrête pas au moment où il fait la photo. Après, ils le suivent et ils essayent de voir, mais au moment de la photo. Moi, j'échange 3 parce que genre on a des photos de prison. Je fais des échanges avec Béatrice Dalle et non, c'est vrai, il y a des gens qui font collection. Bien sûr. Échange 3 photos une photo des Baumettes. C'est sympa, une photo des Baumettes. Des beaux mecs. Pardon? Des beaux mecs? Pas des beaux mecs, des Baumettes. Il va y avoir Baleine sous caillou avec vous. Photo des Baumettes, photo de Fleury-Mérogis. Voilà, sympathique. La santé, c'est beau. Voilà, une photo de la santé s'appelle une radioscopie. C'est ça, une photo de prison, on appelle ça un photomaton. Joli! Ah non, quand il veut, Michalak. Il veut pas souvent, mais... Non mais c'est rigolo parce que dans Prison Break c'est aussi son frère. En photo, moi, il m'est arrivé comme ça. C'était assez surréaliste. J'étais dans une banque. J'étais dans le grand bureau d'une banque comme ça, et puis il y avait une file d'attente. On attendait, il y a des petits ados qui viennent pour me prendre en photo. En fait, alors viens, on peut se prendre en photo avec toi, tout ça. Je fais oui, bien sûr. Et là au moins elles prennent les photos. Il est arrivé une espèce de Jack Bauer de derrière. Il en a saisi une, ils ont arraché l'appareil photo. Il y arrive toute la sécurité de la banque qui sont arrivés. C'était incroyable. Et là, je suis parti avec le coffre. On n'a pas le droit de prendre des photos dans une banque. Voilà, ils ont pris l'appareil, tout ça. Et puis, c'était pas des flics, en fait. Ils sont partis avec des appareils photo. Pourquoi vous pensez qu'on peut pas demander des photos J'ai pas entendu ce que vous avez dit, vous êtes intervenu, non? Non, Titoff qui dit que des petits jeunes le prenaient en photo, j'y croyais pas une seconde. Ouais, pourtant, c'était des gens de ta famille et tout. C'était des petites cousines à toi, je crois. Vous avez... On dit on est les cousines de Fabrice Eboué, tout ça. Sa petite nièce. La fameuse. Vous avez certainement entendu parler de la réforme d'Arcos et du fait que dans cette réforme, on parle d'apprendre aux enfants de CE1 la division, alors que jusqu'à maintenant, c'est en CM1 qu'on commençait à apprendre cette opération, qui est la division. C'est ce que prévoient les programmes à partir de septembre prochain. La division dès le CE1, la fameuse règle de 3 devra être abordée dès le CE1. Mais il y a autre chose qu'on doit aborder dès le CE1 et qui avait un peu disparu de l'enseignement, je dois dire. C'est une règle de conjugaison. Mieux même, c'est une conjugaison. Laquelle va réapparaître dans les programmes scolaires. Le futur antérieur. Au CE1. Le passé antérieur. Le passé antérieur.
antérieur. Bonne réponse de Stevie Boulet. Vous pouvez me donner un exemple de passé antérieur? Que j'eusse... il eût fallu que je suce. Non. Non, ça c'est du plus que parfait. Non, ça, je crois. je fus mangé par. Non. C'est l'auxiliaire qui est au passé simple et ensuite c'est ça. Non, c'est que j'avais oublié. Mais non, il y a pas que, c'est du subjonctif. Pourquoi je fus mangé, c'est du passé antérieur, ça. Le passé antérieur, je crois que c'est Fabrice Eboué qui a raison. Ouais. C'est tu te fus fait mal, elles eurent écrit. Au lieu d'apprendre ça au CE1 et avec la division, il ferait mieux de bien apprendre à lire. Oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est comme les mathématiques, c'est pas des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours à certains niveaux, mais c'est juste pour travailler des mécanismes intellectuels pour les enfants. Voilà. Oui, mais pas trop tôt, parce Oui, peut-être. que Ah oui, il ça, manque peut-être. déjà, c'est ça. suffisamment. Il y en a qui rentrent en 6e, ils savent même pas lire. Alors, le futur antérieur et le passé antérieur, peut-être, oui. à la limite, tu vois, ça C'est va. ça quoi. le truc en fait. C'est de faire travailler une mécanique de raisonnement, c'est Ouais. ça? Ah ouais. Mais comme les mathématiques, Tu vois, je viens de comprendre un truc là. C'est pour ça qu'il nous Moi, fait des chier. quand je tu vois. pense les heures que j'ai pu passer sur les logarithmes, Sur je les me dis aujourd'hui, mais trigonométries, les machins, on s'en fout. à quoi ça me sert? Bah, t'es moins con. Non, Mais non, si, non, sûr. parce que j'ai jamais rien compris au logarithme. Ah oui, bon, bah non Bon, alors. mais là, ceci dit, Désolé. la division en CE1, ils peuvent la mettre maintenant parce que l'évolution des enfants, quand tu les vois sur les ordinateurs, toute la technologie. Attends, ils ont leur premier rapport sexuel à 11 ans, ils peuvent bien apprendre Ouais. 2-3 conjugaisons quand même. mais Ça c'est va. ça, alors là, Non, c'est mais là, pas il faut leur vrai, apprendre à mettre des d'abord. préservatifs surtout. Le passé antérieur, à ne pas confondre avec le C'est bon, futur. Fabrice. Le futur antérieur. Un exemple de futur antérieur. J'aurais aimé. Voilà, j'aurais fini de manger dans 5 minutes. Voilà. Quelle est la différence entre le passé antérieur et le passé? Alors, le passé composé, c'est j'ai écrit. Ouais. C'est ça. Le futur antérieur, c'est j'aurais écrit, Ouais. ou le conditionnel en fonction qu'il y ait un S ou pas, on est bien d'accord? Et le passé Composé, antérieur, j'avais c'est C'est jus écrit. elles eurent écrit. Alors quelle différence? Ah oui, c'est elles écrirent avec Elles écrivirent. Elles écrivirent. Ah oui, elles écrivirent. Elles écrivirent. Ça c'est pour le elles écrivirent, c'est le passé simple. C'est simple. C'est simple. Ça, on s'en sert du Elles passé écrivent. simple. Mais qu'est-ce que elles écrivirent? Ils étaient en colonie et Ils écrivirent à leurs parents. ils écrirent. Si, c'est Ils furent en colonie. Bien sûr, mais moi j'ai pas de doute, arrêtez de me le mettre. Il fut été en colonie. Le doute. Autant Et, pour moi. Vous connaissez le poème entièrement en passé simple Allez-y. et du subjonctif. Du premier jour que je vous vis, beauté céleste, vous me plûtes. De l'attrait que pour vous je prie, aussitôt vous vous aperçûtes. Ah, fallait-il que je vous aimasse, fallait-il que vous me plussiez et que Vous me fassiez d'une turlute. que vous me turlutassiez et que Excuse-moi. vous me turlutassiez. Que vous me turlutassiez, Merde. c'est joli. C'est chez Mittal qu'on dit ça. C'est n'importe quoi. Et que je vous idolâtrasse pour que vous m'assassinassiez. Ah, écoutez, Plus, ça serait trop. j'ai toute la conjugaison du verbe écrire. Alors c'est pas compliqué. Le passé composé, ça on est tous d'accord. Ouais. C'est j'ai écrit, nous avons écrit. L'imparfait, j'écrivais, nous écrivions. Hein, on est bien d'accord. Le plus que parfait, Nous avions écrit. nous avions écrit, j'avais écrit, ça c'est le plus que parfait. Le passé simple, j'écrivis, nous écrivîmes, vous écrivîtes, ça c'est quand on est rapide. Et ils Pardon. Et ils écrivirent. Voilà. Mais oui, mais C'est s'il ça, y avait, mais c'est ce pas qu'on de disait. doute. Bravo pour l'Espagne, qui parle mieux français que... Voilà. Le passé antérieur, nous eûmes écrit, Voilà. vous eûtes écrit, ils eurent écrit, Voilà. j'eus écrit, tu eus écrit. Mais bientôt, ça ne servira plus à rien, ça. Voilà. Non, Mais faut pas bien dire sûr ça. que si. C'est un très bon exercice mental pour justement se situer dans le temps avec ce qui est le futur antérieur, par Il y a exemple, même- de alors, l'extérieur, c'est il y absurde. a même un mais- mode de conjugaison que j'avais oublié. Alors, vous avez l'impératif Ouais. Écrit. Écrit. présent, Écrivez. écrit, écrivons, écrivez. Mais écrit, faut pas mettre le S, hein. Si. Si. Ah, si. Ah bon? C'est dans le premier groupe chante, tu mets pas le S. C'est quand? Chante. Premier groupe. Chante. Chante, tu mets Voilà, pas le S. tu mets pas le S. Mais Voilà, écrit, parce tu que le c'est mets. un verbe en ER. Voilà. Mais écrire, gros, faut quoi. mettre un S. Mange, tu mets pas le S. Non. Voilà. Écrit avec un S, écrivons avec un S, écrivez avec un Z. Ça, c'est l'impératif présent. Mais l'impératif passé. Est écrit. Est écrit, comment vous écrivez est? AIS. Non. Aïe. 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 Est écrit. C'est quel temps, ça? Ayons écrit, ayez écrit. L'impératif passé. Impératif. Impératif Bah, passé. par exemple, c'est la prof. C'est la prof. Elle quitte la classe à 11h et elle dit je reviens à 12h. Ayez écrit l'ensemble de votre dictée. Exactement. Voilà. Ah, bah oui, Et bien c'est sûr. l'impératif passé. Bien sûr.
Ouais. Et Non, elle, mais si, c'est vachement mais aujourd'hui, là, hein. c'est bien beau ton histoire, mais elle se barre où, la prof? Ah bah, Non, Elle mais va corriger des copies ailleurs. ce qui est bien dans la réforme, c'est que les enfants sont parfaitement capables d'apprendre ça. Et Valérie, tu as raison. Déjà, il faut leur apprendre à lire correctement, mais ils sont parfaitement capables d'acquérir ce genre de Mais bien connaissances et sûr. ça leur servira plus tard. Donc c'est bien. Mais encore faut-il au départ qu'ils maîtrisent l'ordre alphabétique. et Encore tout ça, quoi. futile. Encore eût-il fallu. Encore. Carlos de Icaza vient d'écrire à Christian Estrosi. Pour quelle raison? Pour qu'on apprenne à C'est un niçois insatisfait. Il n'est pas niçois du tout, Carlos de Icaza. Attends, Estrosi, c'est le maire de Nice, c'est ça? Christian Estrosi, c'est le maire de Nice. Il est italien. Carlos, espagnol. il est colombien? Pas colombien. Il est mexicain. Il est mexicain, exact. Parce que Christian Estrosi a dit quelque chose qui a blessé tout le Mexique. Exact. Il a dit un truc comme les faritas c'est dégueulasse ou non, un truc non, comme ça. non. Il n'aimait pas la Desperados. Il a dit faites chier, reprenez Christine Bravo. Non, que la différence entre un gay mexicain et un hétéro mexicain, c'était 2 bières. C'est une blague de Christine Bravo, ça. C'est vrai, il vous l'a raconté aussi. Ah oui, à tout le monde. Quelle est la différence entre un hétéro mexicain et un homo mexicain? 2 bières. Mais c'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'il y a bien pu Méfiez-vous parce qu'il va nous écrire aussi Carlos de Icaza après cette mauvaise blague. Donc Estrosi a dit un truc qui vexe les Mexicains. Oui. Il a chanté un Mexicain basané. C'est dans une interview que Christian Estrosi a accordée au journal du dimanche dernier. Il comparait Monsieur Estrosi, l'UMP. L'UMP a un parti politique mexicain. Il a dit c'est autant le foutoir que dans un qu'au gouvernement mexicain. Non, ça veut dire que vous ne connaissez pas l'expression, Jérémy Michalak. Vous devez la connaître, l'expression, je la vous, connais pas, Isabelle. Une expression bien connue qu'on connais, mais au utilise passé souvent simple, sans moi, savoir exactement ce qu'elle veut dire d'ailleurs. Et voilà qui n'a pas plu à l'ambassadeur du Mexique, puisqu'il est ambassadeur du Mexique, Monsieur Carlos de Icaza. Il a écrit à Monsieur Estrosi, cette expression peut s'avérer offensante pour les Mexicains. Je suis surpris qu'un dirigeant politique de votre stature puisse employer une expression préjudiciable à l'encontre d'un pays ami. Quelle expression? C'est ça la question maintenant qu'on a un peu Il y a le mot avancé. mexicain dedans. Mexicaine pour tout dire. Alors quoi, il y a quoi comme expression? Par exemple, il y a fort comme un turc. Voilà. Il y a quoi par exemple? comme un belge. Oui, c'est pas ça. Épicé comme une mexicaine. Non. Révolution mexicaine. Minute sur les Grecs, mais Non. Une branlette mexicaine. Non. Chaudasse comme une... Non, je vois pas Monsieur Estrosi Non, c'est pas dire sexuel, que Madame c'est de sur Palafieux. l'instabilité. Ah, c'est de... Ah, madame. Il manque un mot. Hein, Démocratie. Ah, comme une tortilla? Non. Ça vient de la révolution mexicaine. Ah bah attends. Ah ben elle a avorté très vite. Non. La cucaracha mexicaine. Non. Ça va peut-être vous aider. Je vais vous donner la phrase que Monsieur Estrosi avait prononcée dimanche, en tout cas qui a été reprise dimanche dans le JDD. Monsieur Estrosi avait dit: l'UMP ressemble désormais à une ding mexicaine, À une tortilla mexicaine. sans véritable chef. Une armée mexicaine. À une armée mexicaine. À une armée mexicaine. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Vous savez quel était le nom de l'armée mexicaine? La cucaracha, la chanson La cucaracha, Ah ça bon? parle de l'armée mexicaine. J'ignorais. Et on disait qu'elle ne pouvait plus avancer parce No qu'elle se n'avait puede plus, caminar. ya no puede caminar porque no tiene marihuana que fumar, parce qu'elle n'a plus de marijuana à fumer. Et ça, Alors, c'est une chanson qui date du début 20e siècle. Ça vient de la révolution mexicaine. L'armée révolutionnaire comprenait non seulement beaucoup de ses généraux, mais était composée de paysans sans formation militaire. Et donc, ils étaient inorganisés. Voilà pourquoi on dit organisé comme l'armée mexicaine. Ça veut dire qu'on est inefficacement organisé, que la structure hiérarchique comprend trop de chefs et trop de supérieurs. Oui, on dit qu'il y avait plus d'officiers que de soldats. Voilà, et c'est donc une sorte d'image qui nous dit qu'il y a plus de chefs qu'il y a de subordonnés, et voilà pourquoi c'est un foutoir ambulant, une cohorte. Ça a une connotation évidemment péjorative, une armée mexicaine. Par glissement sémantique, nous dit le dictionnaire de Wikipédia, le Wiktionnaire, ça signifie désorganisation qui fait référence au mode de déplacement de l'armée en campagne avec cantinières, femmes, enfants, munitions et toute la logistique nécessaire et surtout superflue à l'entretien de la force militaire. Bref, ça a fâché l'ambassadeur du Mexique qui s'est fendu d'une lettre à Monsieur Estrosi, vous vous rendez compte? Mais ils sont très susceptibles, les Mexicains, parce qu'ils ont... Le Mexicain est Ils sont susceptible. très méprisés par les Américains. Vous savez qu'un président mexicain a dit « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis ». Et vous savez quel est le mot qui date de cette époque et qui fait florès aujourd'hui? C'est le mot machisme.
machismo, c'était à l'époque une qualité supposée des mecs très courageux. Et il y a une photo célèbre qui symbolise le machisme tel qu'il était perçu à l'époque, et qui est un mec devant un peloton d'exécution, le cigare à la bouche, et qui sourit au peloton d'exécution, genre, m'en fous pas mal. Ah oui, d'accord. Ouais, et ça, c'était considéré. Ah ben, s'il est mort, c'était considéré à l'époque comme une marque de courage absolu. Ah. D'ailleurs, c'est vrai que c'était. Il y a bien aussi élégant. le film de Bigas Luna de Macho. Oui, c'est plus récent, ça. Où il se tient le paquet, tu sais. C'est avec l'acteur. Oui, Javier Bardem. Ouais. Bon bah voilà. Mais ceci dit, moi je trouve qu'il a fait son travail, l'ambassadeur mexicain. Ah parce oui. que la semaine est lourde là, un peu, entre la banderole du PSG avec les ch'tis, là, le mexicain. Enfin, ça suffit. Hein. C'est vrai. Il faut arrêter de se moquer des régions et des pays comme on le fait. On pourrait d'ailleurs, pour se réconcilier avec le Mexique, après tout ce qu'on vient de dire, écouter la cucaracha alors. Allez. La cucaracha. Qui chante ça? Oh, c'est une chanson folklorique, tout le monde la chante. On va retrouver une chanson comme Frère Jacques ou une chanson comme ça. Ouais, mais c'est mieux que Frère Jacques. Ah, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Allez, c'est l'heure de Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et les réponses au quiz. Plus difficile que le quiz que vous nous avez proposé hier, nous avons rarement entendu. Mais figurez-vous qu'on a quand même un gagnant qui s'appelle... Je savais qu'ils étaient forts, nos auditeurs. Goulven, qui habite Cergy. Il y avait 11 duos en tout. Nos amis chroniqueurs présents hier en avaient identifié 6 sur 11. 6 et demi 6 et demi, oui. Mais enfin, en tout cas, il y avait 5 duos à identifier encore. Et sur ces 5-là, eh bien, Goulven n'a pas séché. Il a réussi à les retrouver. Les 9 manquants chanteurs, puisque vous avez raison, sur les 5 duos, on avait la moitié d'un duo qui avait été trouvé, Françoise Hardy, mais on n'avait pas le nom du chanteur qui chantait avec elle. C'était pas facile quand même. Alors bravo à notre auditeur, on va dire, et rappeler dans un instant ce qu'il a gagné dans le filet garni. Mais je propose à Valérie Mérès, Titoff, Stevie, Fabrice Eboué, Isabelle Alonso et Jérémy Michalak de jouer encore. N'hésitez pas si vous trouvez pendant le quiz qu'on va rediffuser maintenant, et si vous ne trouvez pas, je donnerai les réponses au fur et à mesure. Allez, creusez-vous. Comme le chantait Eliane Folly en solo. Moi j'aime l'amour vacoli entre Nice et Paris. Ça c'était Michel Delpech et Clarica qu'il fallait trouver. C'était pas facile. C'était Patrick Topalov et Sim. C'est Élodie Frégé. Élodie Frégé avec Ronan Luce. Bravo, c'était très dur ça. C'est la seule façon d'aimer. France Gall Elton John. France Gall Elton John. Bravo, on l'avait déjà. Depuis le temps que je l'attends. Ça aussi on l'avait déjà, c'était Bobby Lapointe et Anne Sylvestre. De nos habitudes, on garde la Françoise Hardy. Avec qui? Avec Thomas. Avec Georges Moustaki. ou bien dans Mani. On s'aimera ce soir ou bien demain. Patrice et Mario. Si, ça mettra bien chez Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Comme le meunier fait son pain, le jardinier son jardin. Stone et Chardin. Les 3 derniers là on les avait déjà. Mais les 2 prochains duos restaient à trouver, écoutez bien. Les 2 prochains. C'était Chouki et Aviva. C'est qui ça? Chouki qui ferme l'horizon, un morceau de la tour des pas. Et ça, c'est très dur aussi. Yves Duteil et Véronique Rivière. Bravo Serge Liado pour ce quiz très très difficile. Et bravo à Goulven puisqu'il a tout trouvé. Ah ouais. Là, je dois dire que notre auditeur était particulièrement perspicace parce que Ronan Luce et Élodie Frégé, il fallait quand même le faire. Eh ben moi je l'avais trouvé, Élodie Frégé, je la trouve toujours. Ouais, mais enfin quand même, avec Ronan Luce, il chantait Bang Bang, une reprise de cette célèbre chanson qui d'ailleurs a été reprise depuis dans le film de Tarantino, Kill Bill, une chanson qui a été chantée aussi en français à l'origine par Sheila, rappelons-le. Chouki et Aviva, alors moi je m'en souviens très bien, elle avait des grandes robes longues à paillettes, lui il était barbu si ma mémoire est
bonne. Et il est milliardaire à présent puisqu'il a écrit les génériques télé de Dallas version américaine, de Dynasty, de Starsky et Hutch. Ah bon? C'est lui? Et oui, et les fameuses cités ensoleillées que tous les trentenaires connaissent. Enfin, les cités, je sais pas comment ça s'appelait ce... Les cités d'or? Les cités d'or, voilà, exactement. Ah bon, alors il vit à Hollywood alors. Il est à Hollywood, il est multimilliardaire. Mais alors, il est toujours avec ah non, là, ça s'est arrêté au bout d'un moment. Depuis qu'il est milliardaire, il a changé. Non, avec Aviva, parce que lui, c'est lui Chouki. C'est lui Chouki. Et elle, c'est Aviva. Voilà. Et elle est devenue quoi, elle, Aviva, alors? Oh, Aviva, on ne sait pas, mais... Elle vit plus. C'est de Aviva, elle vit plus, c'est du passé antérieur. C'est la chaîne de télé avec Philippe Gilas. Et Yves Duteil. Oui. J'ignorais même qu'Yves Duteil avait chanté en duo avec Véronique Rivière. Alors, c'est tout un album en duo avec des femmes qui s'appellent Elle et moi. Alors, dans le filet garni, on avait mis évidemment des places pour aller applaudir Titoff dans Open Bed au Théâtre des Bouffes parisiens. En plus, Goulven qui habite Cergy pourra venir à Paris facilement. Et puis, il aura jusqu'au 15 mai puisqu'effectivement, la pièce est prolongée. Et puis, on avait dit aussi le livre de Georges Filiou. C'est Daniel Evenou qui l'offrait, le livre de son époux ex-ministre qui a écrit Mémoire des deux rives aux éditions du Moment. Jérôme Bonaldi offrait un jeu de Monopoly. Il faut dire qu'il les a gratos. Caroline Diamant offrait un CD collector. Isabelle Alonso, vous ajoutez votre livre? Mais bien sûr, même pas mal, chez Robert Laffont, Voilà. La Révolution clandestine. Et moi, j'ai un livre aussi à offrir qui s'appelle Altavéran, Entre ombre et lumière. C'est le premier livre d'une jeune auteure. Écoutez, franchement, Et je rajoute des places pour mon spectacle qui oui, démarre oui. la semaine prochaine. Alors vous aussi, alors rappelez le nom du théâtre quand Donc même. c'est au Comedy Club, à côté du théâtre du gymnase, métro Bonne Nouvelle, donc le spectacle de Fabrice Eboué. Alors vous vous rendez compte un peu? Très bien, j'avais aussi 2 invitations pour le spectacle de Serge J'en mets Geronimo. 3. Et moi 4 pour les bouffes parisiens. Quel filet garni! 5 livres d'Isabelle Alonso. Ouais. Ah mais c'était mérité, il a bien bossé. La chanson Flash, Serge Liado. Après les tribulations sur la prétendue nomination à la Villa Médicis de Georges-Marc Benamou, on apprend que Georges-Marc Benamou, qui était conseiller culturel à l'Élysée, renonce finalement devant la polémique suscitée avec cette nomination. Il dit finalement je préfère ne pas y aller, ce qui est plutôt tout à son honneur, on dira, même si au départ peut-être il l'avait demandé cette place en or. On dit que c'est une place en or, c'est prestigieux. C'est bien dommage parce que moi, comme je le connais un peu, Georges-Marc Benamou, je me disais peut-être qu'un jour on ira à la Villa Médicis et qu'on sera reçu. Déjeuner à la Villa Médicis. Alors c'est un endroit magnifique, faut bien dire ce qu'il est. Voilà, et finalement il y renonce et ça vous a inspiré une chanson. Ben oui, il faut lui trouver du boulot. L'Élysée l'avait bombardé, conseiller culturel, mais Albanel avait gueulé, y a pas écrit poubelle. Et puis un jour Sarko a dit, je veux plus voir ce guignol. On dit que Benamou est cuit, sa côte dégringole. Guéant propose en coulisses la Villa Médicis afin de mieux l'éloigner, mais ce fut intolérable. Les intellectuels. Encore un job très bien payé qui lui passe sous le nez. Il faut que nous le sauvions et que nous organisions un Georges-Marc Benamouton de panurge. Envoyez vos dons et quand nous aurons assez de pognon, nous vous proposerons le Georges-Marc Benamou Pécho. Ça le fera rire, il a beaucoup d'humour. C'est le montagne. Merci Serge Liado. Le DVD de la semaine. C'est une rubrique qui marche bien, ça vous savez finalement, parce que c'est vrai qu'on conseille nos auditeurs dans la location, puisqu'on n'est pas obligé de l'acheter, ou l'achat d'un DVD. D'ailleurs, il faudrait que vous me renseigniez d'un truc, parce que je passe souvent devant les magasins et les boutiques de location de DVD. C'est vrai ça que les DVD sont parfois loués avant qu'il ne soit possible de les acheter, parce que souvent je vois des affiches. Non, c'est pas vrai ça. Si, peut-être un vidéoclub qui veut se séparer de son stock à un prix, mais autrement non, pas dans le commerce. Dans le commerce c'est neuf. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut louer un film avant qu'il en ait à la vente? Ma question. Ouais. Je veux dire par là que parfois, je vois un DVD que j'aimerais acheter, il n'est pas encore sorti et je le vois à louer dans certaines vidéos, non? Il y a la location avant la vente, parce que sinon d'accord. la location ne marcherait plus. Ce qui veut dire donc que les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent étaient déjà loués depuis quelques semaines et maintenant on le trouve dans le commerce. On va se renseigner auprès d'un vidéoclub, on va appeler pour savoir quand même, parce que j'aimerais bien avoir cette précision, savoir si on peut le louer avant d'acheter un DVD. C'est de toute façon évidemment après la sortie en salle d'un film, quelques mois
après. Ce film est un film qui plaît avant tout, j'imagine, aux fans de ceux qui achetaient Strange et autres magazines avec les super-héros de l'époque. Est-ce que c'est réussi? Je crois que c'est le deuxième du genre, puisqu'il y avait déjà eu un 4 Fantastiques. Moi, je l'ai vu, ce DVD, parce que j'étais fan des 4 Fantastiques, moi, quand j'étais ado. Vous allez me dire, vous, ce que vous en avez pensé. J'ai confié le DVD à Jérémy Michalak, à Stevie et Isabelle Alonso, Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. C'est réalisé par Team Story. Alors, Isabelle, je commence par vous. Eh bien, moi, je l'ai regardé avec mon neveu et ma nièce qui ont respectivement 9 et 11 ans. Ils ont adoré. Alors, c'est un film pour ados et pour enfants, on va dire. Ah ouais, moi j'ai adoré aussi, moi. Ouais, c'est vachement bien fait. Les images sont magnifiques, les effets spéciaux géniaux. On peut se demander évidemment les errances du casting qui fait de Jessica Alba une femme invisible. Franchement, quel gâchis. Oui, mais elle n'est pas toujours invisible. Heureusement, parce qu'elle est magnifique. C'est vrai que c'est Jessica Alba qui joue la femme invisible. Oui, et celui qui est pas mal, qui est canon comme mec, c'est Chris Evans qui joue la Torche. La Torche est magnifique. Non, ils sont très magnifique, très beaux. La Torche. Ouais, absolument. Et le Surfeur d'Argent est pas dégueulasse non plus. Ah ouais. On le voit pas très Et c'est dégueulasse parce que vous l'avez eu et pas moi. Ah, mais l'homme de pierre. Alors, l'homme de pierre. Ah oui, c'est celui de pierre. C'est celui de Goshild, ouais. La chose. Moi, je l'appelais pas l'homme de pierre, je l'appelais la chose quand je regardais la bande dessinée dans les magazines. Alors, il y a des méchants très 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 méchants. Vraiment, le méchant, il est méchantissime, à croire qu'il boit de l'orangina rouge ou quelque chose. Il y a le Surfeur d'Argent qui finalement se laisse attendrir par la jolie histoire d'amour entre les 2 tourtereaux qui vont se marier, hein, puisque finalement, il faut le dire, ça, on peut trahir donc la femme invisible et l'homme élastique, l'homme qui n'en finit pas de s'allonger, ce qui est prometteur, veulent se marier. Mais ça, c'est souvent l'homme élastique, il est souvent avec la femme invisible. Hein. Ça arrive souvent, ça. Alors, Exactement. la Torche, dans ce film, suite à la rencontre avec le Surfeur d'Argent, il peut transmettre ses caractéristiques. Ils ont des échanges de caractéristiques, c'est-à-dire que la femme invisible devient femme torche. Et ça, c'est ton dernier livre, alors. Non, alors, je résume parce que vous aussi, vous devez donner votre avis. Vraiment, c'est très distrayant, ça se laisse regarder, ça gagne à être vu avec des enfants ou des ados. Oui, ils y mettent un enthousiasme formidable. Je vais lire ton livre, alors. Ça, tu m'as donné envie. C'est super. Alors oui, lis mon livre, ça va beaucoup t'instruire. Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Avant de donner la parole à Jérémy ou à Stevie, j'ai au téléphone quelqu'un d'un vidéoclub. Bonjour. Oui, bonjour. Le Téléfrance Vidéoclub. Merci de répondre à notre question, notre interrogation. On se posait la question de savoir si un film qu'on trouvait à l'achat dans le commerce, en DVD, on pouvait le louer avant qu'il ne soit en vente. Oui, normalement, on a certains films qui sont d'abord en location et ensuite à la vente. Je suis pas totalement fou alors. Certains autres films sortent en même temps à la location et à la vente. Voilà, ça dépend des cas. Ça dépend du produit, ça dépend de la notoriété du produit, du film. Et moi, monsieur, j'avais une question à vous poser aussi. Je suis pas loin de chez moi, je sais pas s'il y avait un vidéoclub, il avait en DVD, il avait Bienvenue chez les Ch'tis et Disco, c'est normal? Non, ça c'est pas normal. Ah mince. Ça c'est complètement normal et je ne pense pas qu'il l'ait ou s'il l'a, il l'a pas comme ça dans la vitrine. Hein. Ah bon. C'est impossible. Bah parce que vous en avez comme ça sous le manteau que vous louez. Non. Ah bon. non, ça, disons un vidéoclub, honnête. Qui se dit vidéoclub, n'a pas du tout ce produit. Mais je sais que Bienvenue chez les Ch'tis, je peux vous dire que j'ai des clients qui m'ont dit qu'ils l'avaient déjà. Hein. C'est pas vrai. Malheureusement, disons que le piratage n'est pas assez, encadré et automatiquement, c'est un peu n'importe quoi. Et on voulait savoir aussi pour les films X, si jamais vous demandez les cartes d'identité pour les ados, tout ça, parce qu'il y a Jérémy et Michalak qui voudraient donner. Alors, nous ne demandons pas des cartes d'identité, mais c'est vrai que on le voit tout de suite. Mais on a très peu nous d'ados qui viennent. Quelqu'un qui vient louer ou acheter un film X, est-ce que c'est vrai qu'il vient louer ou acheter un ou 2 autres DVD en même temps pour glisser le film X toujours entre les deux, toujours. Ça arrive, mais bon. Ça dépend du client. Ça dépend du client, mais de moins en moins. On assume. De moins en moins. Je crois que maintenant le X est passé un petit peu dans les mœurs. On assume. Quand on voit toutes les revues qu'il y a dans les maisons de presse et tout. Bon, qu'est-ce qui se loue le plus ou qui s'achète le plus en ce moment chez vous? Du thriller et de la comédie française. Alors par exemple, quel film là est en tête chez vous en ce moment? Actuellement, ça je peux vous le dire rapidement.
Nous avons sorti dernièrement, attendez, parce que là, c'est pas moi qui m'occupe vraiment des sorties, donc je suis en train de faire rien. Je fais que le film X, moi le reste, je m'en occupe pas. Vous répondez au téléphone, vous alors. Ouais. C'est parce que j'étais là en ce moment, mais c'est vrai que nous n'avons pas. Attendez, je l'ai pas sous la main là comme ça tous les derniers films que nous avons sortis. Attendez, cherchez parce que moi j'ai une remarque à faire juste. Oui, Isabelle. Allez-y. Dans les couples, je ne suis jamais allée dans un vidéoclub de ma vie. Je crois que dans les couples hétéros, c'est les mecs qui vont louer les films. Toujours. Parce que c'est le soir, il faut sortir. Oui, ça dépend. Nous avons quand même beaucoup de femmes maintenant qui viennent adhérer à nos vidéoclubs et qui louent. Mais c'est normal, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont installé maintenant des distributeurs de glace dans les vidéoclubs. C'est-à-dire que tu vas chercher ton DVD, il y a des pots de glace à acheter. C'est vrai? Ouais, ce qui fait que les filles ont vachement plus envie d'y aller maintenant. C'est vrai aussi? C'est vrai. Et la glace, il faut la ramener au bout de 3 jours aussi. Tu laisses une caution. Alors, vous avez la vengeance dans la peau pour vous donner un film qui tourne bien. Ah, la vengeance dans la peau. Vous avez les 4 fantastiques. Voilà. Vous avez l'invité. Et l'invité. Avec Valérie Lemercier, Thierry Lhermitte. Vous avez Lhermitte. également le Jodie Foster à vif. Ouais. Merci en tout cas pour l'ensemble de vos réponses. On peut donc louer. Par exemple, les 4 Fantastiques, il était à louer avant qu'on puisse l'acheter ou pas? Oui, il est pas sorti, si ma souvenir est exacte, il est pas sorti en même temps à la vente. Bon, voilà. C'était exactement donc le cas de figure que nous présentions aujourd'hui. Ah ouais. On vous remercie pour vos réponses à nos questions. Bravo, monsieur, merci. Alors, justement, restons sur les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent. Stevie, vous l'avez aimé? J'ai bien aimé l'histoire. Après, je trouve qu'il y a des petits passages qui sont quand même un peu cheap. Par exemple par exemple, le mec, il est élastique, même le tissu, tout est élastique en fait. Quand il est élastique, il a super costume. Sinon, quand il danse en boîte de nuit, là, avec les 2 nanas dans les bras, je trouve ça un peu too much. Il y a un truc qui m'a fait rire quand même, c'est qu'avec ses doigts, il parle du truc et comme il est élastique, ses doigts deviennent d'un seul coup très gros. La première chose que je me suis pensé, est-ce que le pénis, ça fait pareil? Alors, figure-toi, je peux te répondre. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les doigts on peut pas, mais le pénis, oui, il peut s'allonger. Tu devrais être au courant. Quoi qu'il en soit, non, mais sans être fantastique, j'ai trouvé. Ça, c'est vrai, il n'y a pas besoin d'être fantastique. Non, mais lui, à volonté, quoi. Ça veut dire que. Enfin, bref. Et vous, c'est devant la femme invisible, hein. Oui. Non, mais voilà, ouais, je trouvais quelques petits passages cheap, mais très bons films qui se regardent vraiment avec plaisir. Michalak. Ouais, moi j'ai trouvé ça pas mal. Je pense que ça va faire plaisir à la nièce de Fabrice. Ça va faire partie des DVD qu'on lui envoie comme chaque semaine. Faut dire qu'ils ont quand même des super pouvoirs complètement dingues. C'est-à-dire qu'il y a l'homme chewing-gum donc qui est très souple, l'homme torche qui est très chaud, l'homme pierre qui est très dur et la femme invisible qui est très bonne. Bon, ça c'est autre chose. C'est Jessica Alba. Non mais moi je suis surpris de la voir parce que c'est la première fois que je la vois au cinéma. Cette nana Jessica Alba, je la voyais que en maillot de bain dans les magazines People, dans Public, Voici, Closer et compagnie. Et c'est la première fois que je découvre en fait quel est son métier. C'est comme Paris Hilton. On se dit qu'est-ce qu'elle font dans la vie. Non, Jessica ça n'a rien Alba, à voir. Eh ben c'est un peu pareil. Non. Paris Hilton n'est pas actrice, Jessica Alba, c'est une actrice. Elle a fait plein de films, Jessica Alba. Oui, mais t'as dit c'est comme. Je dis juste que c'est comme ce genre de fille qu'on découvre. Comme ça en plus. Ça je comprends mieux. Non, je dis juste qu'il y a. Elle fait pas du papier alu aussi d'ailleurs. Alba, c'est le sac poubelle. Elle ressemble à Scarlett Johansson. Non, je dis juste que malheureusement il y a beaucoup de filles qu'on voit dans les journaux People et dans une certaine presse dont on ne connaît pas forcément la profession et qu'on connaît sous différents aspects qui sont pas forcément sous leur meilleur jour et que Jessica Alba en l'occurrence, je l'ai découverte en étant. Voir que dans les trucs oui, moi c'est le contraire. Actrice. Moi je la connaissais qu'en tant qu'actrice et je savais pas qu'elle était en photo dans les magazines People, tu vois par exemple. Et ouais, c'est parce que vous n'allez pas au cinéma et que vous lisez que les magazines People. Quelle est la filmographie de Jessica Alba à ce moment-là? Là, il tourne dans un film produit par Tom Cruise qui va sortir là récemment. Si je peux plus le voir. C'est un trailer. Ça s'appelle Scientologue en folie. C'est non. Je peux vous dire pourquoi je le sais, parce qu'il se trouve que le réalisateur de ce film est un Français, c'est le fils du metteur en scène Jean-Luc Moreau. C'est David Moreau qui fait carrière maintenant aux États-Unis et qui est produit par Tom Cruise et qui réalise ce film avec Jessica Alba, qui est un film d'horreur. Voilà. Mais dans les précédents, avant les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent et les 4 Fantastiques, il y a d'autres choses qu'elle a fait. Aussi le film, tu sais. de danse là. Je l'ai vu plusieurs Prof fois. de danse. Elle est dans un film en banlieue, tu sais, c'est un film assez sordide, les profs de danse. Oui. Alba Albor aussi. Voilà donc pour les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent, un film réalisé par Tim Story. On a l'impression que c'est un nom d'emprunt, ça, le nom de ce réalisateur, Tim Story. Bah écoutez, voilà, il est conseillé par l'ensemble de l'équipe pour passer, on va dire, un dimanche soir en famille. Rien de plus. Hein, quand on invite les petits à goûter, et tout quand ça. on a été un lecteur de Strange, par exemple. Musique, et on se retrouve dans un instant avec quelqu'un au téléphone.
C'est voué, Michalak, Stevie. À quoi servent la leptine et la gréline? Oh, ça doit être dans les aliments? Alors, c'est dans certains aliments, c'est vrai. La leptine. Alors, c'est pas dans les aliments, c'est-à-dire ce sont des comment je pourrais vous dire ça? Ce sont des hormones, voilà, je vais vous dire exactement de quoi il s'agit, mais à quoi elles servent, ces hormones? Ah, c'est pas les deux molécules, justement, qui paralysent le sida dans la cellule. J'ai lu un papier, d'ailleurs, avec ce nouveau médicament qui va peut-être sortir. Rien à voir avec. C'est pas un truc pour doper les sportifs? Non. La leptine et la gréline. C'est pour maigrir. Ça a un lien avec le fait de maigrir, effectivement, ou de grossir. Alors, c'est pas les molécules c'est les pour arrêter de fumer. hormones qui sont pendant le sommeil, et donc il faut dormir parce que comme ça empêche d'avoir faim quand on se réveille. C'est le nouveau caleçon pour maigrir. Enfin, on te conseille de dormir. C'est les hormones que le sommeil donne pour. Donc, ce sont les hormones qui. De l'appétit. Bonne réponse de Valérie Mérès. La leptine et la gréline sont deux hormones produites pendant le sommeil et elles sont impliquées dans la régulation de l'appétit. Et c'est une chercheuse de l'INSERM qui va nous en dire plus, qu'on a au téléphone maintenant. Madame Karine Spiegel, bonjour. Bonjour. Alors, je ne me suis pas trompé, il s'agit bien de la leptine et de la gréline, c'est ça? En effet, leptine et gréline sont impliquées dans la régulation de l'appétit. Alors, la leptine fait quoi? Alors la leptine, c'est une hormone qui est sécrétée par votre tissu adipeux et qui inhibe l'appétit, c'est vraiment l'hormone de la satiété. Et la gréline, en revanche, c'est une hormone qui est sécrétée par l'estomac et qui, elle, stimule la faim. C'est-à-dire que la gréline donne faim et la leptine coupe la faim, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ça veut dire que si on dort un peu plus que prévu, on va avoir moins faim. Si on dort peu, on va avoir plus faim. Bah en fait, les expérimentations qu'on a faites, c'est plutôt dans l'autre sens. On a pris des gens qui avaient une durée de sommeil normale et on a diminué leur durée de sommeil et on a vu que la leptine, qui est donc anorexigène, diminuait et la gréline, qui est orexigène, augmentait. Donc forcément, vous avez une augmentation de faim et d'appétit. Okay. Alors si on dort, si on dort plus, on grossit moins. Et ça sert à quoi en fait? Si vous dormez. Si vous dormez pas assez, l'histoire c'est que si vous dormez pas assez, ces deux hormones vont dire à votre cerveau que vous avez besoin de plus de nourriture. C'est totalement moi, ça. Je cherchais d'où venait mon poids. Eh ben, c'est du manque de sommeil. Alors que moi, je dors beaucoup. Je sais pas si je suis un bon élément. Oui, mais sinon t'aurais été plus grosse, enfin énorme. Alors là, la délicatesse. Je vous présente tout. Là, tu baisses. Là, voyez, là, vous êtes bien hétéro là. Il y avait déjà des enquêtes qui avaient prouvé ça, madame? Mais en fait, il y a maintenant à peu près 30 études épidémiologiques qui ont été réalisées dans 15 pays différents qui montrent effectivement une association entre une durée de sommeil courte et un poids élevé. Et vous avez pas un truc pour grandir là ou non? Parce que sinon je vais me coucher tout de suite, moi. Je vais faire la sieste. Ça veut dire évidemment que si on dort pas assez, on risque de grossir. Mais enfin, en revanche, si je me mets à dormir 24 heures, je vais pas maigrir pour autant. Oui, remarquez, oui, je vais maigrir parce que j'irai pas manger. Vous avez raison. Oui, dans le fond, c'est vrai. C'est évident. Mais c'est vrai que moi, c'est le seul moment où je pense pas à manger, c'est quand je dors. Ah bah voilà. Ça veut dire ayez suffisamment d'heures de sommeil pour que, en gros, bah, votre organisme soit suffisamment sain, bon, et que vous preniez du poids uniquement parce que vous devez en prendre, mais pas de façon artificielle. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça, ouais. J'ai bien compris. Le meilleur régime, c'est de dormir 15 heures par jour, par exemple, c'est ça? Non, c'est pas terrible, ça. C'est pas assez? Il y a très peu de gens qui sont capables de dormir 15 heures par jour. C'est vrai qu'il n'y a pas de gros corps quand on regarde bien. Si vous mettez des gens au lit dans le noir, je veux dire, ils vont finir, des sujets jeunes, par dormir 8h30. Vous travaillez à l'INSERM, madame? Voilà, c'est ça. Quelles sont vos recherches autres du moment? C'est essentiellement les régulations entre le sommeil et le métabolisme. Justement, problème de prise de poids, obésité, diabète, etc. Et par exemple, quelqu'un comme le président de la République qui doit dormir très très peu, ça se manifeste de manière physique sur lui ou pas? Tout dépend. Il y a des gens qui sont très vulnérables à la privation de sommeil, d'autres qui sont plus résistants. Ça dépend. D'accord. On va vous fonctionner aux subventions, madame. Hein. Vous travaillez à l'université Claude Bernard de Lyon et on vous remercie pour vos renseignements, madame. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain à 16h, 18h pour On va se gêner. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.